Et bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre. Comment allez-vous mes chers monsieur? Aujourd'hui je suis en compagnie de Étagère et de Mage. Bonjour. Et nous sommes en compagnie de Elena. Oui. Framboise. Et notre cher Ico est absent. Oui, il est parti effectuer une mission pour la nation. Exactement. Donc aujourd'hui on est juste 3 et on va comme d'habitude discuter des actualités de jeux vidéo de cette semaine. Le bilan vidéo de cette semaine, comme dirait Ico chez Iconoclast Corporation. J'aime bien ça. Sur la chaîne Iconoclast, on vous a préparé une vidéo de 4 gameplays terribles de bons jeux vidéo réalisés par Étagère. Dis-nous tout, s'il te plaît. C'est des jeux vidéo qui sont très sympas, mais qui ont des passages absolument terribles, poussés par des mécaniques qui fonctionnent pas toujours très très bien. D'accord. On parle de quel jeu là-dedans? Alors, on parle de Jack 2. Là, déjà, c'est divisif. On parle de Sonic Unleashed. Là, c'est peut-être beaucoup moins divisif. Ah. Et on parle de 2 autres jeux que vous découvrirez si vous la regardez. Très bien, très bien, très bien. Encore pour toi cette question-là, parce que la review de cette semaine sur Singe Pourpre, c'est également de ta part Dead Space. Dead Space Remake, effectivement, que j'ai eu l'occasion de parcourir, qui fera l'objet, effectivement, d'une analyse encore supplémentaire dans la prochaine vidéo que j'écris pour Iconoclast. Mais oui, le remake de Dead Space que j'ai, à titre personnel, plutôt aimé, que je trouve vraiment plutôt sympathique. J'ai passé... C'est un survival horror, ça se finit vite. J'ai passé une petite dizaine d'heures dessus. Oui, on en parlera dans la section à quoi on joue. Effectivement, parce que c'est dans mon à quoi on joue, donc bon. Mais en tout cas, c'est super parce que le jeu, il est sorti, il y a quoi? Il y a 10 jours. Un truc comme ça, et on a déjà la... Voilà, donc allez-y, ratez pas l'occasion. Mais aussi, il y a également des shorts et des TikTok qui sont arrivés également sur vos plateformes de réseaux sociaux préférés. Si c'est pas YouTube, cette fois on a parlé de Bayonetta. Bayonetta 3. Qui parle de Bayonetta. Donc des petits slides sur Instagram, des petites vidéos sur Singe Pourpre et sur le TikTok de Singe Pourpre. Allez-y, ne le ratez pas, c'est disponible. Alors sinon ça va à vous? On est parti en convention avec Ico, donc on n'est pas là malheureusement pour vendre le truc, mais on est parti à Rennes ce week-end. On a vu des gens qui étaient très doux, qui étaient très gentils, et qui étaient très bretons. Dis-nous tout, parce qu'effectivement c'est la possibilité d'en parler. In fine, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, parce que j'ai jamais fait une convention où j'étais autant occupé, autant encadré, et j'ai même pas fait le tour de la convention comme j'ai l'habitude de le faire d'habitude. Non, c'était bien, juste j'ai pas eu le temps de souffler, ça a été dur, et d'ailleurs cette semaine est très dure, parce que mine de rien... le week-end c'était in the pocket, hein, comme on dit, vivant ce week-end. Mais non, c'était super gentil. Les gens sont gentils, les Bretons sont gentils. J'apprécie les fontaines de beurre salé dans les hôtels. Ça, c'est parfait. Qui me semble très régional. De caramel beurre salé. Caramel beurre salé. Oui, pas juste du beurre salé. Du beurre salé, effectivement. J'ai dit beurre salé. J'ai dit les fontaines de beurre salé. Je me suis dit, ok. Même si je me suis dit, d'accord, pourquoi pas. Mais... Merci de la précision, parce qu'effectivement, c'était du caramel beurre salé et pas du beurre salé, parce que ça aurait été un hôtel assez spécial. Écoute, comme ça, t'as toujours ton pain sur toi, il y a toujours une fontaine. Le pain de la poche. Moi, ça m'aurait fait super plaisir. Petite fontaine de beurre salé, je vais pas vous mentir. Mais voilà, caramel beurre salé, c'était très bien aussi. Mais en tout cas, nous, on nous a dit avec Étagère qu'il y avait des gens qui sont venus, qui voulaient nous voir justement pour le podcast et pour parler du podcast. Personne n'a dit ça à Étagère. Étagère, je l'ai pas vu de la semaine. Étagère n'est au courant de rien. Pourquoi il est méchant. Regardez-le, enfin entendez-le. Vous pouvez pas le voir, c'est un format audio, mais il est méchant. Non, je suis pas méchant, mais effectivement, plusieurs personnes ont demandé où était Elena, où était Étagère, où était Retsuko. Alors Retsuko, une participante très active de tous nos podcasts. Retsuko qui est une mascotte et qui, moi, je ne comprends pas qu'elle ne soit pas invitée. Donc la prochaine fois, je pense qu'on la prendra. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui ont demandé. Alors on a eu vraiment toutes les formes de personnes. Moi, je suis juste fier de mon apparition à France Bleu Radio, qui fait de moi, du coup, quelqu'un de populaire. Même si c'est rigolo parce qu'ils ont gardé que l'extrait où je m'énerve. Et du coup c'était fun. J'essaierai de le retrouver parce que on parlait du coup des youtubeurs, etc. Oui. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont dit l'introduction c'était Victor, parce que c'est mon prénom, breton d'adoption, et qui je sais, c'est juste moi qui m'énerve. On n'allume pas juste les caméras et on fait. Et je fais waouh, c'est donc ça les médias.
Alors, ils prennent le moment qui les intéresse le plus. Mais bien non, sûr. c'était rigolo. Moi, je me suis beaucoup amusé. Les gens étaient gentils, mais oui, ils attendent plus de personnes. Bon, mais on verra pour une prochaine convention, si possible. 3-4. Alors, je pense que 4, c'est un peu idyllique. Oui. Mais, Non, mais si même si On verra. s'il y a une rotation, c'est déjà bien. Ouais, ce serait bien qu'Elena y aille, effectivement. Et toi, Elena, est-ce que ça va? Bah moi tout va bien, hein. Écoutez. Eh ben, c'est parti pour les C'est podcasts. parti pour le podcast. Ce serait peut-être le bon moment de commencer. Donc Ouais. déjà, on va remercier tous nos 168 contributeurs Patreon. 168, ça va jusqu'à quel Ça- Pokémon? Bah, là, on est passé sur la Gen 2, je pense. Oui, Donc, oui, bon, oui, déjà, c'est- Germignon a été pris, j'ai vu. Kaiminu, je l'ai pas vu. Mais il y a débat. Il y a débat. Et il y a même sur, je dis, en convention, les gens qui parlaient de ça. Donc c'est C'est vraiment parfait. un Donc grand, on vous remercie tous pour nous soutenir sur Patreon. Je vous rappelle que du coup il y a plusieurs niveaux de soutien que vous pouvez nous faire et à partir de 3 € par mois vous pouvez accéder à tout plein de choses, notamment au Discord privé avec des gens tous Des gens très privés, formidables. Eux-mêmes tous aussi privés. Voilà, c'est un peu sombre. Exactement, avec également aussi un podcast exclusif à tous les patriotes du coup à partir de 3 €. On a fait quoi? On a fait Vampire On Survivor. a fait Vampire Survivor, Il y a eu quoi d'autre? il y a On en fait eu, plusieurs, j'ai oublié, hein, je t'avoue. il y a eu Cyberpunk Cyberpunk. qu'on a fait, il y a eu également un podcast sur Pokémon. Je sais qu'Étagère nous prépare quelque chose aussi, mais Oui. Donc voilà, vous avez tout ça comme des remerciements de notre part pour votre soutien et merci beaucoup. exactement, merci encore. Beaucoup. À quoi est-ce que vous avez joué cette semaine, mes Bon. chers monsieur qui commence? Victor. First, hop là, et voilà, c'est comme ça que ça se passe quand il n'y a pas Ico, c'est la street. Non, Écoute, non, mais- moi j'ai joué à Monster Hunter Rise et je voulais le partager parce que j'aime bien Monster Hunter Rise, j'aime bien me battre contre des animaux. Mais dis-moi plus, Et, parce que moi, une fois, j'ai lancé Dis-moi Monster plus. Hunter un tout petit peu. J'ai joué peut-être pas plus de 2 heures. J'arrive. Bah, c'était un Pas. jeu auquel on était censé jouer à plusieurs et qui Oui, malheureusement oui, subit, on va dire, le décalage de bons vivants que nous avons tous entre nous. Donc je joue tout seul, un peu triste, la larme à l'œil, le poing serré, mais pas tout le temps parce qu'il faut que je tienne la manette. Et écoute, Monster Hunter Rise, c'est un très bon jeu que moi j'aime beaucoup parce que le corps de guerre a été up et ça j'apprécie. Tu joues corps de guerre solo? Je joue corps de guerre solo parce qu'il a été Enfin, up. corps et de je- chasse, du coup. Mais... Corps de chasse, oui, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'appelle ça corps de guerre, mais voilà, c'est corps de chasse et il a été up. Et du coup, c'est parmi les meilleures armes, voire la meilleure arme du jeu maintenant. D'accord. Ah Parce qu'en gros, t'as plus à, tu sais, à faire à déclencher les musiques. Ah Donc en gros, dès que tu fais par exemple 2 notes qui te font un buff, elles s'activent automatiquement. Donc je te laisse imaginer le bazar que ça fait. Rajoute à ça plusieurs combos qui ont été rajoutés pour optimiser les dégâts et tu as la meilleure arme du jeu, que ce soit en solo ou en multi. Plus en multi du coup quand même. Mais moi je surkiffe et vraiment c'est mon petit plaisir, surtout que maintenant j'ai découvert qu'il y avait du tower defense dans Monster Hunter. En particulier dans Rise, où littéralement tu peux jouer avec des gens en mode tower defense avec les monstres de Monster Hunter et j'aime beaucoup. C'est mon petit kiff du moment. Ouais. Je tryhard, peut-être un peu trop d'ailleurs le tower defense parce que je n'avance pas dans l'histoire. Mais voilà. Mais ça a l'air sympa, ça. Bon, c'est Monster Hunter Rise, donc c'est optimisé pour la Switch à la base. Il y a plein de trucs qu'on dégagé par rapport à World. Oui. Oui, Petit oui, plaisir, mais, malgré tout, il conserve. C'était la mobilité qui avait été travaillée à fond pour ce jeu. Oui, voilà. Avec c'est ça. le grappin, les machins qui vont dans tous les sens. Bah, ça demande un peu, faut s'y habituer parce qu'au début c'est très déroutant, tu vois, de pouvoir faire le Spider-Man comme ça en plein milieu, mais c'est très sympa, même si bon, moi si tu le sais, hein, tout le monde entend le dire, mais je déplore la disparition des trucs interactifs, tu sais, l'environnement. Oui, mais Tu t'as peux un faire des chien pièges. maintenant. Oui, j'ai un clébard, c'est génial. Non, mais j'aime, hein, j'aime, je peux monter dessus. Je peux T'as aiguiser. le chien, et le chien il est trop sympa. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est pouvoir monter sur mon chien et aiguiser mon arme, tu vois, comme ça je perds pas de temps. Ah Et oui ça, c'est top tier. Ah oui, non, mais pas de perte de Optimisation. temps dans Rise. Ils le font très bien et c'est très 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 cool. Je m'amuse beaucoup. Voilà. Et toi, Étagère, tu joues à quoi? Ou toi, Elena, tu joues à quoi? Toi, Non, Elena, Étagère. Hop. Ah, Eh oui. mince, je me suis fait avoir de vitesse. Il Eh. est vraiment trop rapide, ce garçon. On l'appelle l'éclair C'est de comme ça Mérignac. qu'on est. J'y peux pour rien. C'est dans ma nature. Non, plus sérieusement, moi, depuis que j'ai remonté un PC, je fais un petit peu d'émulation. Là, j'ai fini Custom Robot sur GameCube. Mhm. J'en ai fait un Ah, la un GameCube. TikTok qui sortira dans un moment. Non, plus sérieusement, Custom Robot qui était relativement sympathique. Alors, c'est un jeu plutôt multi dans lequel effectivement tu fais des petits robots que tu customises, tu fais des combats, c'est très nerveux. Mhm. Sauf que moi, du coup, j'ai dû enquiller le mode solo qui était nul. Ah. C'était vraiment pas fou. L'IA comprend pas vraiment comment faut faire pour être fort à Custom Robot. Donc, j'ai des équipements très basiques et j'ai pu vraiment rouler sur le jeu. Et ça, ce n'est pas peu de choses. Mais sinon,
Sinon, et dans un registre parfaitement similaire à ce jeu de petits robots graphisme très mignon, je joue à Dead Space. Qui est totalement dans le même thème. C'est totalement dans le même thème. Bah, c'est... Il n'y a pas de robot dans Dead Space, mais... C'est tout mignon. Ouais, voilà. Et je joue en mode impossible. Ouais, je vois que tu l'as su. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, tu veux insister sur ton mode impossible? Parce que c'est ce dont je vais me servir pour la prochaine vidéo là, que je suis en train d'écrire. C'est un mode dans lequel, si tu meurs, ta sauvegarde est grillée. Ah oui. Oh, mais ça, on connaît tous ça. Mais c'est... vrai gamer joue en mode impossible tout le temps. Non, mais du coup, c'est hilarant. Pour l'instant, j'en suis à 3 essais. Et 3 fois, je me suis fait avoir, mais c'est pas les ennemis qui sont dangereux pour moi, c'est moi qui suis dangereux pour moi. Je suis très maladroit. Je tombe dans des pièges particulièrement stupides. Mais c'est bien, ça fait des images rigolotes à mettre en vidéo. Ça révèle beaucoup de choses sur le jeu. Tu dois être débrouillard. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Bah, j'invite tout le monde d'aller voir ta review sur Singe Pourpre pour apprendre peut-être plus sur ce jeu. Globalement, c'était comment? Dead Space, ah bah alors par contre je l'ai fini en mode normal. C'était très sympa, bah, c'est un remake. Ils ont refondu vraiment les trucs tout pourris du jeu, tels que les phases en tourelle, tels que le combat contre le Léviathan. Des choses qui n'étaient pas extrêmement réussies, il n'y en avait pas des masses, hein, c'était déjà un très bon jeu. La question du remake... Est-ce qu'il faut payer un remake plein pot? Très clairement, moi je vais dire non. Je rentre plus dans les détails sur la vidéo, enfin dans la vidéo sur Singe Pourpre, je vous invite à la voir, mais j'en reparlerai de toute façon quand j'aurai fini ma run de mode impossible. Très bien. Et toi, Elena, à quoi tu joues? Moi, je continue mon aventure. Grave, hein. Oui, la question est grave. À quoi tu joues? À quoi je joue? J'avance dans Fire Emblem Engage, comme je peux. Et en plus, j'ai compris qu'il faut que j'avance vraiment vite, parce que... le planning s'est chargé d'un seul coup pour nous. Hein. Oui, vous savez, bah, on a un planning aussi, donc on fait ce qu'on peut pour vous proposer des reviews de façon à peu près équilibrée, bah, pour nous, pour l'équipe, pour pas qu'on se crame non plus aussi. Alors qu'on adore ça. Oui. Mais du coup, pour faire Emblem Engage, il faut que j'avance. Et j'essaie de faire de mon mieux. Je suis à 22 au-delà de ça, heures. Tu t'amuses quand même? Ah oui, bah oui. non, mais... tu dis ça genre, il faut que je le finisse. J'en suis à 22 heures, ça peut plus être loin. Non, mais c'est surtout... En fait, cette semaine, je me suis rendu compte que là, ça allait, je m'amusais, je prenais mon temps, je faisais comme je veux. Souvent, j'ai l'habitude... Dans Fire Emblem, j'ai l'habitude, des fois, je passe genre 1 heure, 2 heures sans avancer dans l'histoire parce que je me rends compte que mon équipe est très déséquilibrée. Ouais. En termes de niveau, par exemple. Et alors là, voilà, ça c'est peut-être un point que j'ai remarqué dans ce Fire Emblem Engage. Ton équipe est très déséquilibrée en termes de niveau. D'habitude, t'as des personnages qui arrivent dans le jeu dans ton équipe, ou tous en même temps, ou petit à petit, mais du coup, ils sont globalement au même niveau que ton équipe. Oui, en moyenne. J'ai eu vent de quelque chose à propos de ce jeu. Là, c'est très bizarre parce que je commence mon jeu, il y a personne, tout le monde est à niveau 1, 2, etc. Hop, on est à niveau 5, il y a des nouveaux persos arrivent, ils sont niveau 9. Eh ben très bien. D'accord. Très bien, c'est cool, je peux avancer plus vite, d'accord? Sauf que du coup, j'ai 5 persos de niveau 2, 3 persos de niveau 9, j'avance encore un peu, tout le monde monte un peu de niveau. J'ai mes persos de niveau, on va dire, 5 globalement, les persos de niveau 10, donc ceux qui sont arrivés en dernier, et j'ai des nouveaux persos qui arrivent après 2-3 chapitres, ils sont niveau 15. Bah c'est bien. C'est cool, mais du coup j'ai 10 niveaux de différence entre mes plus faibles et mes plus forts. Oui, c'est un peu... Mais tu peux farmer l'XP, enfin tu peux faire des missions annexes, des trucs comme ça. Quand tu es en niveau de difficulté normal, tu peux faire des combats supplémentaires avec des monstres, du coup, pour augmenter tes niveaux. Sauf que, là c'est encore une fois très rigolo, tes quêtes principale monte progressivement de niveau. Par exemple, niveau de difficulté demandé, genre les personnages doivent être de niveau 10. Ouais. À côté de ça, si tu veux faire des batailles supplémentaires avec des monstres, ils te demandent d'être niveau 17. Quoi? Et tu te dis, d'accord, non, mais... comment je fais? Genre du coup, tu te dis, d'accord, mon objectif c'est d'augmenter de niveau de mes plus faibles qui sont au niveau 10. J'en mets 2. S'ils survivent, c'est cool. Il y a un pic de difficulté absolument monstrueux dans les 4-5 derniers chapitres. Bah, on verra, j'en suis pas encore là. Ouais, bah, tu me diras. Voilà, pour le moment, c'est déjà ça qui me perturbe un peu. Et surtout, du coup, ils ont failli m'avoir justement sur ce point-là. Parce que du coup, je bloque sur la progression annexe de mes personnages en mode, il faut que je commente le niveau de mon équipe, mais c'est difficile. Oh, le jeu est si vicelard. Et ensuite...
je me rends compte que dans les chapitres principaux, en fait, je roule sur le jeu. Et du coup, c'est un peu déséquilibré. Mais bon, ça, pourquoi pas. Donc, si vous voulez du challenge, vous faites des missions supplémentaires. Si vous voulez pas de challenge, vous roulez sur le jeu. Par contre, je veux bien voir comment ça se passe quand tu choisis, par exemple, le niveau de difficulté insane ou un truc comme ça. Parce que là, t'as pas de combat annexe avec les monstres. Donc t'as juste la progression chapitre par chapitre qui se suit. Comment tu fais ? C'est pas mort définitive ? Tu peux choisir, t'es pas obligé. Ok. Donc déjà ça, t'es pas obligé. Mais je veux bien voir comment ils vont faire. Pour ma deuxième run, je verrai genre les persos de niveau 5 et les persos de niveau 15 qui cohabitent ensemble, on verra bien. C'est rigolo. Et sinon, j'ai aussi lancé Crusader Kings 3. Ça, c'est mon Vampire Survivor à moi. C'est ton Vampire Survivors. Oui. C'est ton enfer personnel. Ça, c'est exactement. Auquel tu offres trop de temps. C'est terrible. C'est le jeu que je kiffe, mais énormément. C'est les dramas partout. Donc, pour vous expliquer, c'est un jeu de stratégie où tu dois gérer une lignée royale ou ducale, etc., des comtes, dans une Europe plus ou moins réaliste, médiévale. D'accord. Et tu dois suivre ta lignée des années 800 et jusqu'aux 1400-1600, je crois. D'accord. Si elle survit. Oui. Parce que un assassinat est vite arrivé, comme on dit. Il y a plein de choses qui se passent. Et vraiment, c'est un jeu de politique. Politique et de guerre. Et voilà. Entre jeu de drama. Des dramas partout. C'est trop drôle. C'est amusant. Aller empoisonner des gens. J'adore tuer. Exactement, de lancer des complots, des trucs comme ça. Faire des mariages arrangés. Sur le PC, oui, sur Game Pass, du coup. Okay. Exactement, donc je sais pas ce que ça vaut la version console, mais j'aime beaucoup ce jeu. Tout ce qu'il y a à dire, et puis c'est surtout qu'il me prend beaucoup de temps. Oui, j'ai cru comprendre. Donc c'est ça qui me bloque dans Fire Emblem actuellement aussi. Ce qui te bloque dans la plus grosse difficulté de Fire Emblem, n'est-ce pas Crusader Kings ? Si. Donc voilà, ça c'est... Il faut que je passe. Faut que je mette en pause Crusader Kings. voilà. Aujourd'hui, on lance un nouveau, on va dire, format des Blasto News. On affine les Blasto News. Il n'y aura plus de news en bref, ni de news principales. Il y aura juste plein de news. Plein de news. Oui. C'est ce qu'on s'est dit la dernière fois. On a profité de l'absence d'Ico pour finalement foutre le bordel. Exactement. Oui, c'est appréciable. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous êtes prêts pour les Blasto News ? Mais bien sûr. Je suis prêt pour cette bêta de Blasto News. Allons-y. Allons-y. C'est parti. Alors, la première news de ces Blasto News va concerner... Forspoken. Tout à fait. Le jeu le moins divisif de la Terre. Voilà, exactement. On est d'accord pour taper dessus, donc tout va bien. On va y passer vite fait. Donc je vous rappelle, c'est le jeu qui est sorti il y a quelques semaines, un nouveau jeu de Square Enix, un monde ouvert, tout ça. Donc, avec cette héroïne qui aime parler. Exactement, donc un jeu très, on va dire, problématique en termes de réception. La réception est clivée. Exactement, donc on va pas vraiment parler des problèmes qui peuvent être liés au scénario par exemple, ou au fait qu'on joue une femme dans ce jeu. Par contre, tous les problèmes soulevés par les joueurs et la presse concernant la jouabilité, concernant les techniques, les graphismes, etc. ont été entendus apparemment. Sachez que le directeur du jeu Takeshi Aramaki a pris la parole récemment et a dit que des améliorations sont à venir. Tout à fait, donc il y a un patch qui va venir améliorer énormément de choses. Ils vont corriger l'ensemble des performances du jeu. Donc les graphismes, la jouabilité, les mises à jour, etc. etc. Donc en soi, si le jeu vous intéresse et que si vous n'avez pas encore joué et que vous n'avez pas encore dépensé votre argent dans ce jeu-là, peut-être que dans quelques mois, parce que je sais pas à quel point ça peut être rapide, dans quelques mois, le jeu sera plus agréable. Et moins cher. D'une manière générale. Voilà. Oui, alors ça fait partie du plus agréable. Disons que si quelque chose est améliorable dans ce jeu, c'est effectivement les capacités techniques de ce qu'il propose. Je vais dire le prix, mais oui. Non mais le prix, ça dépend pas des développeurs. Suffit d'être patient finalement. Et on est tous très patients ici. On y jouera tous, on dira qu'il est bien, mais on attendra qu'il ait perdu 20, 30, 50. Bon après oui, t'as toujours envie que ça descende, 60. C'est bien aussi 60. Oui, c'est déjà 80. Pas mal. On y jouera, mais là c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Si on peut avoir un jeu meilleur pour moins cher, c'est toujours le... On lit l'utile à l'agréable, je suis d'accord. Exactement. Donc, allons-y, patience encore. La deuxième nouvelle est relativement... Enfin, si elle est très très bien dans le fond, elle est insolite dans la forme. Oui. C'est Nintendo
qui augmente les salaires de ses employés de 10%, mais du fait d'une demande générale du Premier ministre japonais Fumio Kishida pour faire face à l'inflation. Eh oui. C'est très bien, enfin c'est très bien, mais en fait, vraiment, mais nous, ce qui nous a fait rigoler, et là, c'est la raison pour laquelle on est là, il faut augmenter les salaires. Oui, mais en plus... D'accord. En plus, il a pris sa grosse voix, je pense. Je sais pas s'il a une grosse voix, mais il a dû sûrement la prendre et il s'adressait à toute la nation. À toute la nation japonaise. Et il a dit, la nation japonaise, il faut augmenter les salaires parce que c'est problématique. Apparemment, du coup, le Japon il rencontre une sorte de crise financière, donc il y a entre autres, le manque, c'est global. Le manque d'employés, il y a la Covid qui est toujours passée par là, donc leur objectif c'est de rendre le Japon et le travail au Japon plus attractif. Pas que dans le milieu de jeux vidéo, mais partout. C'est important, je suppose, pour oui. à long terme de sécuriser sa masse salariale. C'est ça. Pour Nintendo d'une manière générale. Et j'aurais tendance aussi à penser que c'est bien parce que actuellement, c'est le seul constructeur qui n'a pas communiqué des choses à propos d'augmentation du prix des consoles. Et d'augmentation du prix des jeux. Ah, c'est rigolo que tu dises ça parce que je crois qu'il y a un certain Zelda qui aurait augmenté de $10 sur certains shops en parallèle. Donc temporairement. Ils sont dit 10%, 10 balles. Voilà. C'est alors, ça que vous voulez jouer. Ça, moi apparemment j'ai vu que pareil, ça reste que des rumeurs actuellement. Ça n'a pas été validé officiellement par Nintendo et même ils ont dit que pour le moment ils n'ont pas prévu écoute, on verra d'augmenter. En tout cas, ça fait plaisir de voir la manière dont c'est fait au Japon tout le temps. Dès qu'il y a un homme politique qui dit quelque chose, ça se fait. C'était quoi? C'était Abe qui avait dit, je crois, à un moment, faites des enfants. Tu l'as jamais vu passer ce bah ouais, puis ils en ont fait massivement, ouais. Oui, voilà, où tu vois son visage dans le ciel en mode just fuck, tu vois. Où le mec... Oui. Et ça s'est fait finalement. Alors je sais pas dans quelle mesure c'est véridique, hein, mais alors, oui, effectivement, c'est un mème. Visiblement, c'est un mème qui a bien marché parce que je te jure que j'ai regardé qu'ils en parlaient, le taux de natalité a bien augmenté, donc voilà. Faut juste le dire et tout va bien. Bah oui, quand même. On va se prendre la tête avec des phrases compliquées. Encourager les gens, ça suffit après tout. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les employés de Nintendo. Ouais. Oui, bon, voilà. En soi, à quel grosso degré modo. c'est suivi, dans quelle zone c'est fait aussi, parce que Nintendo, mais Nintendo quoi? Nintendo Oui, c'est Japon, ça, c'est quelle Bah zone oui, là, est-ce que c'est que Japon? Ça aussi, c'est une bonne question. Est-ce que ça va concerner les employés de Nintendo ailleurs? Oui, voilà, donc à suivre. Mais c'est rigolo de voir qu'il suffit un petit encouragement. Puis bon, on peut aussi dire 10%. Qu'est-ce que c'est 10%? 10% de travail en plus, peut-être. Ils ont pas dit. Hein, oui, pas, hein. Tout à fait. Donc on n'a pas tout. On n'a pas tout. La prochaine news va concerner encore Nintendo. En vrai, Nintendo, ça va être un petit fil rouge de ces Blasto News. Qui permettra aussi de l'éclore, hein, parce que vous en faites pas, effectivement, on va discuter du Nintendo Direct. Mais pas tout de suite. On aime bien vous faire languir. On aime bien nous faire désirer. Mais d'abord, on va vous parler des chiffres encore, de Nintendo. De l'argent. Encore une fois, de l'argent. On va parler pognon, voilà, parce que c'est tout ce qui plaît à tout le monde. L'argent. Alors, Quentin, oui, ils en sont où financièrement, Nintendo? Disons qu'on va parler de l'argent de façon un peu détournée. Parce que certes, on va évoquer les chiffres, mais on va évoquer les chiffres de vente. Les nombres de ventes de copies de jeux de Nintendo. Ah, donc on parle pas d'argent? Bah si, mais de façon un peu détournée. C'est ça, de façon un peu détournée. Par exemple, je pourrais te dire qu'il s'est vendu 122,55 millions de Switch. Ce qui fait beaucoup, parce que quand on sait qu'on est 32 millions sur Terre... ça fait beaucoup de Switch par personne. Mais j'en ai 5, tu sais. Non, mais ça c'est parce que Nintendo a su varier sa gamme, hein, comme à chaque fois, avec ses... Ils faisaient ça beaucoup plus avec les portables qu'avec les consoles de salon, bien évidemment, mais c'est intéressant de voir que la Nintendo Switch OLED se vend très très bien, que la Switch, la Switch Lite, bon, elle ralentit, mais que malgré tout, la Nintendo Switch est la troisième console la plus vendue de tous les temps. Derrière la DS et la PlayStation 2, si je ne m'abuse. Oui, elle a dépassé la PlayStation 4 et la Game Boy. Donc, très récemment. Elle a aussi franchi la barre du milliard de jeux vendus. Ouais, ça c'est impressionnant quand même. Et ça, c'est quelque chose, hein. Vous vous rendez compte? 1 milliard. Vous voyez ce que ça fait, 1 milliard Comment on peut vendre 1 milliard de jeux Switch si on est 7 millions sur Terre? Moi, ça me dépasse. Comment on peut vendre? Je pense qu'ils mentent. Voilà. Je voulais pas le dire, mais je pense qu'ils mentent. On pourrait rentrer dans le top des 10 jeux. On le fait à chaque fois, mais moi j'aime bien. Oui. J'aime bien d'autant plus qu'on a des chiffres cette fois-ci. Là, alors les chiffres sont estimés à la date du 31 décembre 2022, donc ça vaut ce que ça vaut.
prenez-le avec des pincettes, bien entendu. Pokémon Let's Go à 15 millions d'exemplaires. Ring Fit Adventure à 15,22 millions d'exemplaires. Super Mario Party, presque à 19 millions. Pokémon Scarlet et Violet, dont le boycott a bien marché. Comme toujours, les boycotts, ça marche toujours. 20 millions d'exemplaires vendus, presque 21. Super Mario Odyssey à un petit peu plus de 25. Pokémon Épée et Bouclier, 25,68. The Legend of Zelda Breath of the Wild, 29 millions. Super Smash Bros Ultimate, 30 millions d'exemplaires. Donc là, on est dans le top 3, là. Animal Crossing New Horizon, 41,59 millions d'exemplaires vendus. Et dis-nous maintenant, c'est quoi le jeu le plus vendu Mario de la Kart. Switch? Mario Kart qui ne baisse pas de prix. Mario Kart qui est un jeu Wii U. Mario Kart qui continue d'avoir des DLC et qui est devenu le Mario Kart le plus gigantesque de toute l'histoire de la licence, qui caracole à 52 millions d'exemplaires vendus. Alors maintenant, petit questionnaire. Ah, carrément, direct. Mage, sur ce top 10, c'est quoi le jeu que tu possèdes? Oh là là, eh ben, pas beaucoup, mine de rien, parce que j'ai Mario Kart, oui, j'ai Mario Kart, j'ai Breath of the Wild. Est-ce que t'as Animal Crossing? J'ai Animal Crossing, ça fait déjà 3. Après, le problème avec Nintendo, c'est qu'ils ont... on a beau tourner, mais parmi leurs grosses franchises, ils ont pas sorti beaucoup de choses, entre guillemets. Alors... Mais finalement, on les a tous, ces jeux. Non, mais tu sais, ça fait partie des jeux qu'on a tous, entre guillemets, tu vois, quand ils sont dans le top. Plus ou moins. Oui. Il y a une raison pour laquelle ils sont dans le top. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas pour rien qu'ils sont pas dans le top, c'est parce que ça fait partie de... Ils capitalisent tout là-dessus. Finalement. Non, j'en ai la plupart, mais pas tous. Mais pas... Parce que je suis pas un joueur spécialement Nintendo de base, hein, vraiment. Dans les stats, et ça de manière peut-être plus intéressante, je fais partie des gens, on est deux dans mon foyer, ma copine et moi, et on a tous les deux une Switch. Je sais que vous en avez combien des Switch? Waouh! Alors, attends, mais nous, c'est pas pareil. C'est pas le bon exemple. Parce que nous, c'est ok, on a des Switch, mais on a eu des Switch juste pour les tester aussi. C'est-à-dire que on les a achetés pour voir comment ça fonctionne et ensuite on les utilise pas tant que ça. Ou sinon on a aussi, est-ce qu'on compte, genre on a une Switch de local par exemple. On a une Switch de local. J'en ai une sur mon bureau de Switch donc, du local. Techniquement, tu vois, moi j'ai une Switch, Ico il a une OLED, une standard, une light. Une light qui est dans un tiroir là actuellement. Exactement, donc on doit en avoir 4. Techniquement, du coup. 5 en comptant celle-là. Ou 5, j'en sais rien, moi là. Il y a beaucoup de. On en a beaucoup, oui, de Switch. Donc, du coup, c'est pas étonnant que la Switch, c'est la plus vendue de l'histoire. Mais techniquement, tu vois, avec les Switch Lite, déjà, tu te dis, ok, il y a tous les enfants du foyer, ils ont sa propre Switch. Hein. Ben oui, disons que c'est ce que je disais au début. Nintendo a su a su varier. Proposer des options complémentaires dans sa gamme, et je pense que la question que ça soulève, ce sera la transition de génération, parce que là on est sur du hardware qui a 6 ans. Oui. On le dit à chaque fois, mais on est sur du hardware qui a 6 ans. Là, il va commencer à falloir envisager la retraite. Maybe ils sont sur une transition peut-être beaucoup plus douce que la Wii U, qui a été causée un peu comme un bouton d'éjection, hein, parce que c'était un flop. Mais là, il va falloir faire quelque chose du parc installé de Switch. Parce que surtout. C'est une question qui s'est posée avec la DS, à la transition à la 3DS. C'est une question qui s'est posée à la Game Boy, avec les générations de Game Boy qui se sont succédées, et ça qu'on assuré une compatibilité d'une manière ou d'une autre jusqu'à la DS. Première du nom, enfin sur Lite aussi il y avait et j'ai l'impression que ça va être d'autant plus difficile que la Switch en tant que console, elle propose énormément de solutions justement de jeux. Tu joues avec sur ta télé, tu joues en portable, tu joues avec des Joy-Con détachés, tu joues à plusieurs sur la même Switch. Ça va être compliqué de transitionner en faisant une révolution. Mis à part en faisant une nouvelle Switch sur laquelle j'ai pas besoin de me faire cuire un œuf sur le Tegra. Oui, par exemple. Parce que la console est sévèrement underclock. Bon, je pense qu'on peut envisager éventuellement quelque chose qui exploiterait le parc de la Switch. Je pense que Nintendo s'est placé correctement. À ce stade, au stade du milliard de jeux vendus, on peut dire qu'ils sont placés correctement. Ouais, il faudra bien que ce soit rétrocompatible. S'il y a des nouvelles genre la Switch 2.0 qui arrive un jour. Alors ça, c'est pas dit que ce sera la fameuse compatible. Hein. Les cartouches DS, elles étaient compatibles avec la 3DS ou pas? Bien sûr. Oui, faut pas déconner. Oui, bah... Voilà, ce serait une option pour la Switch pour ne serait-ce que prolonger un peu la durée de vie de ces jeux. En tout cas, mets pas tes billes dessus quand même parce que. Oui, non, mais moi je promets rien à personne, mais disons que c'est pas à nous de promettre quoi que ce soit. Bien sûr. C'est quelque chose sur lequel on va revenir, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de traces
d'un éventuel nouveau hardware. Oui, voilà. Oui, mais c'est compliqué de voir comment ils vont changer de génération, sachant que la Switch est actuellement la 3e console la plus vendue de l'histoire. De tous les temps. Donc passer à une autre console, c'est de faire la croix sur l'achat des jeux si c'est pas rétrocompatible. Puis la question il y a cette question qui sera peut-être relativement même pas si nouvelle que ça, la question de la transition de l'eShop aussi. Oui, comme toujours. Il y a énormément de questions qui se posent, parce que de toute façon, ils ont un parc de Switch maintenant. Et comme ils font la chose... Oui, c'est ça, ça va être chiant. Tout va être chiant pour eux, je comprends qu'ils temporisent un max, parce que ils sortent de la Wii U, les mecs, quand même. Une transition de console, même s'ils sont au top du top, ça doit les faire flipper, et se dire qu'ils vont devoir gérer le parc de la Switch. Comment on avait dit de Switch déjà ? 122 voilà, millions. Il y a 122 millions de Switch derrière toi. Admettons qu'il y ait même, ne serait-ce que la moitié, ça serait exceptionnel, que la moitié achète la nouvelle Switch, il y aurait quand même le reste du parc à gérer, et je pense que c'est compliqué, qu'ils s'arrachent les cheveux, pour être honnête, autour de ça, parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ils vont être perdants dans l'histoire sur une transition de génération. Je suis d'accord. Peu importe ce qui se passe, peu importe si c'est une Switch 2, peu importe si tout est compatible ou pas compatible, ils vont perdre dans cette histoire parce que il restera un parc énorme derrière. Va falloir qu'ils jonglent entre des différences de techniques. Enfin, c'est pas le truc que Nintendo a l'habitude de faire. En plus, j'ai l'impression sur leur jeu, les différences techniques. Donc, Alors oui et non. Disons que y a eu une époque où Nintendo était dans le game. Hein. Tu prends la fameuse génération GameCube. Ouais. La GameCube était plus puissante que la PS2. Oui, mais justement, tu vois, je me dis, est-ce que c'est pas des trucs auxquels ils sont habitués, tu sais, de faire avec, par exemple, une console, ils font une suivante, et de devoir gérer, tu sais, les deux jeux sur les deux plateformes. Souvent, le jeu est compatible avec la plateforme. Enfin, il y a des jeux qui continuent à sortir sur la plateforme d'avant et qui sont compatibles avec la plateforme d'après. Ouais, mais c'est ça, on est d'accord que c'est chiant ce genre de truc. On a eu ça à la sortie de la Switch, le fameux genre Zelda qui est sorti sur Switch et sur Wii U. Le problème, c'est que dans mes souvenirs, ça n'a pas duré longtemps. Genre de cross-platforming. Non, à côté de ça, on a un exemple très parlant, par exemple, de la PS5 et de PS4. Oui. Ça fait 2 ans maintenant que la PS5 est en circulation. Les jeux sont toujours compatibles. Non. Léna, c'est une légende. La PS5 n'est pas en circulation. Oui, donc d'accord, on a eu les problèmes des composants, etc. Mais 2 ans après la sortie de la nouvelle console de la nouvelle génération, les jeux sortent toujours sur les deux plateformes, la PS4 et la PS5. Et encore une fois, parce que la PS4 fait partie des 5 consoles les plus vendues de l'histoire. Mais aussi parce qu'il y a eu des énormes pénuries de PlayStation 5 et que tout le monde ne pouvait pas l'avoir, surtout, je pense. Ils continuent de se vendre très solidement des PS4. Hein. Ça veut dire que les développeurs, ils sont toujours dans cette optique-là de PS4, c'est toujours viable. Oui, mais ça, je suis quasiment sûr que ça les fait chier. Encore une fois, devoir t'adapter sur un hardware qui est mourant, entre guillemets, qui est moins puissant et sûrement plus compliqué à gérer que le nouveau qui est toujours un peu plus puissant, je pense que c'est chiant. Imagine faire un devoir pour 2 versions différentes pour en mode ils arriveront pas à le supporter, c'est relou. Oui, je peux le comprendre, et ça met plein de limitations techniques qui gonflent, et du coup je me demande comment ils vont réagir avec ça, parce que quand t'as un parc de 120 millions, tu souffles du nez quand tu dois le lâcher. Bien sûr. Et je pense qu'il y a pas mal de studios qui vont souffler du nez quand on leur dira il va falloir faire sur les deux. Il faut que ça marche parce qu'il y a 120 millions derrière. Tout à fait. Donc si vous, nos chers auditeurs et auditrices, vous avez un avis sur cette question-là, n'hésitez pas à nous le partager, que ce soit en commentaire ou sur Discord. Oui. Parce qu'effectivement, là, c'est un gros problème qui se pose devant la Nintendo Switch qui devrait bientôt arriver à la fin de sa vie. L'avantage, c'est que c'est leur problème à eux et pas le nôtre. Oui, voilà, donc, tout à fait. C'est pas à moi de gérer la fin de la Switch. Je ne suis que vidéaste. Exactement, on tourne ça d'un air, c'est un problème, mais non, ce n'est pas notre problème, c'est le leur. Nous, on achètera et on sera très contents. Oui, parce que les jeux sont bien. Moi, la question, si on doit faire une transition vers quelque chose, combien de temps ils vont encore faire vivre Mario Kart 8 ? Voilà. Est-ce qu'il y aura Mario Kart 8 Deluxe ? Oui. Je pense qu'il serait temps de le lâcher, ce pauvre Mario Kart 8, qui pour moi... 1200 circuits. S'il pouvait porter plainte, il porterait Sérieux ? plainte. Non. Bien sûr que non. Et voilà, la désinformation en direct. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça commence. Je t'en prie, la suite. Alors Victor, ça direct sur moi comme ça. Si j'ai bien compris, t'as une news du cœur. Une news. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une news du cœur, faut doser, mais c'est une news encore une fois qui tombe sur moi et je ne sais pas pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi je suis attiré par ce genre de sujet. Je sais que c'est moi qui les sélectionne. Bah oui. Mais il faut bien que quelqu'un en parle et j'ai l'impression que je suis devenu un peu l'annonciateur. Tu sais, j'arrive avec la petite torche. Oh là là.
attention, ça arrive. Eh bien, je suis là pour parler de licenciement. Parce que tout le monde s'y attend. C'est moi qui avais parlé des licenciements chez Google. C'est moi qui avais parlé des licenciements chez Microsoft. Tout à fait. Eh bien, sachez qu'il y a une nouvelle vague de licenciements et que je suis officiellement le préposé aux annonces des licenciements. Alors, c'est pas nouveau. Ça veut dire que tu es notre préposé ressources humaines. Exactement. Je suis un peu le nécrologue des annonces de licenciement. Peut-être que vous apprenez que vous êtes licencié grâce à moi. Je ne vous le souhaite pas, bien entendu. Oh là là. On savait que c'était une année noire pour la tech et en particulier le JV, puisque 2022, 200 000 licenciements, vous connaissez tout ça. Mais voilà, ça continue. On a entendu parler, je l'ai dit, Google, Microsoft, 10 000 et 12 000 personnes. Mais c'est pas terminé parce que même, alors, petite parenthèse, même Disney s'y met. Voilà, sachez-le. Oui. Disney qui a dit que voilà, 7 000 licenciements parce qu'il faut être plus rentable. Et qui a été suivi il y a pas très longtemps par une société, peut-être que vous connaissez un peu plus, qui s'appelle Tech2 Interactive. Tout le monde connaît Tech2 Interactive ici ou je dois vraiment décrire un peu ce qu'ils font? Moi, je crois que ces derniers temps, j'ai eu une relation plus ou moins rapprochée avec Tech2, donc... Faut que tu précises là, parce que c'est bizarre un peu la manière dont tu le dis. Donc dis-nous pourquoi tu es rapproché avec Tech2. C'est eux qui ont édité Marvel Midnight Suns. Oui, c'est eux qui ont édité Marvel Midnight Suns. Effectivement. Ouf, c'est bon, je me suis pas trompée. Parfait. On l'oublie. C'est la Civ aussi. Comment? La Civ. Oui, Civ, la civilisation. Ça fait partie des jeux, mais ils sont surtout connus et reconnus quand même pour leur travail avec un certain studio qui commence par Rock et qui finit par Star, qui commence par G et qui finit par A, qui aurait vendu 175 millions de GTA V. Voilà. Oui, un des jeux les plus vendus de l'histoire. Un des jeux les plus étalés de l'histoire aussi, visiblement. Il est là depuis la PS3, j'aime à le rappeler. Si y a une bataille d'anciens, c'est entre Skyrim et GTA. Et je vous le dis tout à fait, oui. Qui se battent à l'EHPAD. Et eh bien, sachez que tout ça n'épargne pas Tech2. Tech2 qui a décidé, je cite, pour réduire les coûts, de lancer un licenciement. Un licenciement de personnel, un licenciement global, et pour faire des économies qui devraient arriver à hauteur de 50 millions par an. 50 millions par an, ça fait beaucoup quand même d'économies. Tout ça n'est pas arrivé par hasard, effectivement. C'est parce que c'est grâce à l'exercice fiscal. Donc, vous savez, à cause de l'exercice fiscal 2022-2023 qui aurait dérangé la société, en particulier les investisseurs. Puisque cette année, je vous le donne en gros, la société a fini dans le rouge. Ah oui, carrément. Oui, elle a fini dans le rouge avec un moins 479 millions de dollars de résultats nets. Donc vous savez, c'est les bénéfices nets, c'est ce qu'ils peuvent mettre de côté, etc. Donc c'est donc quand même beaucoup. Moins 479 millions de dollars en négatif, moi quand je suis à moins 30 €, déjà je suis en sueur, alors eux j'ose pas imaginer, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est pas non plus, ils sont pas en déficit, je vous le dis tout de suite, c'est juste que cette année malheureusement ils ont dû piocher dans leurs réserves pour on va dire rentrer dans leur truc. Donc cette année ils ont perdu de l'argent, mais ils vont bien. Voilà, mais tout va bien. Parce que la manière dont c'est tourné, on a l'impression qu'ils sont en train de mourir. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Alors certes, en 2022, ils étaient à 286 millions de bénéfices nets à mettre de côté dans leur poche. Du coup, j'imagine que c'est vis-à-vis des investisseurs que ça va... Oui, c'est surtout les investisseurs qui râlent, parce que forcément, qui dit négatif, dit dividende pas forcément réparti, dit on n'a pas de sous à vous donner cette année. Donc, oui, techniquement, il n'y a vraiment rien à donner, parce que... il y a rien là, effectivement, il y a rien. Donc voilà, une vague de licenciements qui arrive. Alors, un grand écart qui est expliqué quand même de manière assez aisée. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ça choque autant, parce que finalement, s'ils sont dans le rouge, c'est parce qu'ils ont sorti des chèques. Ils ont sorti des chèques en rachetant Zynga. Est-ce que vous voyez ce que c'est, Zynga? Non. C'est un nom que personne ne connaît, parce que c'est une société qui a fait fortune il y a des années, qui est toujours très populaire, en faisant les jeux, vous savez, sur Facebook un peu là. Tous ces petits jeux mobiles, tous ces petits trucs. Le chèque était à 12 milliards de dollars quand même. Ah oui. Donc cette année. Donc, donc... Vous comprenez pourquoi ils sont dans le rouge? Ils ont juste fait un achat qui n'a pas... D'accord. Qui les a mis dans le mal, mais voilà, apparemment 12 milliards c'est trop, il va falloir faire des économies, et eh bien c'est le personnel qui prend, c'est tout qui licencie, et qui serait dans le but de se remettre, on va dire, dans le vert à coût de 50 millions par an. On est en droit de s'attendre à quelques licenciements d'ici les mois qui suivent, on ne sait pas, on n'a pas de chiffres précis. Il dit surtout que ça va taper dans la publication, dans les départements, voilà, com, etc. Donc je ne sais pas si ça va perturber Rockstar, si ça va perturber les GTA, etc. Mais on est en droit de s'attendre quelques news et pas mal de licenciements, parce qu'encore une fois, 50 millions, je ne vois pas où ils préfèrent les économies juste en structure et on va dire en com, tu vois, je veux dire, c'est surtout des gens qui vont être licenciés, je pense. Mauvaise nouvelle pour l'industrie du JV. Pour le reste, ça reste toujours un peu douteux, encore une fois, quand t'as des milliards à dépenser pour acheter ton voisin. Donc, je nomme, mais Zynga, c'est les gens qui ont fait Farmville. Voilà. Donc, et si vous êtes né dans les années 90, par conséquent que vous avez vos parents en amis sur Facebook, vous savez ce qu'est Farmville. Vous savez ce qu'est Farmville. Ouais. Vous le savez.
Et vous savez pourquoi du coup ça coûte aussi cher de racheter Sega, hein, parce que Zynga. Non, Sega. Ah oui, c'est Sega, CES, tu vois. Sega, pas Sega là. Sega, hein, Non, racheter Sega. Le mec il m'a repris instant Zynga. Ouais. Zynga. Bon, Ouais. Sega, pour moi je trouve ça toujours un peu douteux parce qu'on rentre toujours dans cette sphère. Vous avez de l'argent pour acheter les gars à côté, mais pour faire 50 millions d'économies par an, on va dégager des gens. Oui, mais moi je vois surtout que bon, en interne l'équipe de gestion, etc., les plus haut placés, ils s'inquiètent pas parce que pour eux, ils font de la gestion sur le long terme. Donc le rachat de Zynga, c'était tout à fait... Dans ce cas-là, autant attendre. Tu vois, t'es pas... Alors c'est bizarrement dit, mais t'es pas à 50 millions près par an quand tu dépenses 12 milliards pour acheter Oui, je suis d'accord, mais du coup, grosso modo, pour eux, c'est... ça va, ils ont dépensé, ils ont acheté un studio, ils savaient qu'il aura de la perte, mais c'est pas grave. Par contre, j'imagine que c'est... Encore une fois, vu que c'est les news qui tombent à la période des résultats fiscaux, etc. de l'année, c'est sûrement des investisseurs qui ont dit « Ah non, mais nous, ça ne nous va pas du tout. Et ça ne nous intéresse pas que vous faites toujours de la gestion sur le long terme, etc. Qu'il aura des retours après. Nous, on veut maintenant, tout de suite, des solutions. » C'est ça. Et donc, voilà, vous connaissez, c'est les fameux « on brosse dans le sens du poil les investisseurs, tout va bien ». Investisseurs qui doivent pas être très malins parce qu'encore une fois on est sur des pour moi c'est des économies de peau de chagrin même si ça fait des gros chiffres. Je vous rappelle quand même que cette année Rockstar et Take-Two c'est 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1 milliard de plus que l'année dernière, c'est des records dans tous les sens. Je pense qu'il serait peut-être juste de temps de faire des jeux tout court, sortir des GTA, sortir des pas des Red Dead, parce que le Red Dead est sorti en 2018, je crois, donc c'est un peu tôt. Mais bon, GTA 5, ça fait un petit moment qu'il est en vie. Si argent il faut sortir, je pense qu'il serait bien de sortir des jeux tout court. Et ça serait peut-être la meilleure solution. Ouais. Voilà, donc c'était pour la news un peu triste, on entendra un peu parler. On reviendra pas dessus d'ici les prochaines semaines, mais l'année noire continue. On est peut-être parti sur une deuxième année terrible pour la tech. À suivre. On verra bien. Alors, la prochaine news de nos Blasto News concerne un film. Oui, mais pas le film auquel vous pensez, parce qu'on m'a dit que je pouvais pas parler 5 fois du film Super Mario. En tout cas, pas avant sa sortie. Pas avant sa sortie, non. Le film dont on va parler, c'est un film qui va sortir sur Apple. Exactement, sur Apple TV. C'est un film Apple original, et ce film, c'est Tetris. Oui, donc ce sera un film... qui raconte... Non, enfin, c'est pas une... biographique. C'est ça, c'est pas une adaptation... C'est pas une adaptation de Tetris. Des blocs qui tombent. C'est pas un film qui se passe dans une réalité virtuelle ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment un film biographique sur la création de Tetris. Parce que, quand même, c'est une histoire assez intéressante. Oui, c'est un peu rocambolesque. Qui mêle le Japon, l'Union soviétique. on est sur un featuring, voilà, c'est assez conséquent. Plein de développeurs, plein de personnalités intéressantes. Donc on verra bien. Le plus intéressant dans cette news-là, c'est que le film va arriver très bientôt. Il va arriver en mars. Ouais. Donc quelque part entre le 10 et le 19 mars, directement sur Apple TV. Alors, oui, bah écoute, cool. Bah, après, c'est pas le premier film qu'Apple TV fait sur les thèmes jeux vidéo. Je sais pas si tu t'es baladé un peu dessus. Oui, je sais, mais pour le coup, là, tu vois, c'est Tetris. Oui, c'est très chez moi, donc j'aime bien. Ah, tu as un peu de nostalgie de Tetris. Bah, bien mais sûr. je suis très content, je t'avoue. Même si, du coup, j'invite les gens à aller voir un peu ce qui se passe sur Apple TV, parce que je me suis baladé il y a peu longtemps. Niveau reportage jeux vidéo, c'est une masterclass parmi les masterclass. Nintendo, il y a tout. Il y a énormément de reportages de ce genre, et je trouve ça génial, parce que j'ai beaucoup d'archives qui ont été perdus et que nous, malheureusement, créateurs internet, on peut pas retrouver. Oui. Parce qu'il faut avoir accès à des trucs, il faut... Apple, quand tu t'appelles Apple, je suppose que tu as des portes qui s'ouvrent plus facilement et des trucs d'archives qui s'ouvrent. Donc c'est très cool et si vous voulez connaître l'histoire du jeu vidéo en général, c'est exceptionnel. Protégez ces reportages à tout prix, regardez-les. Moi j'ai hâte, je regarderai, je pense. C'est super. Alors, la prochaine news, on va passer à Activision Blizzard et on va parler des bénéfices, des résultats financiers, car c'est la période. C'est la phase drama de l'année où tout le monde règle ses comptes parce que ça y est. C'est ça, nous on commente,
on commente les coups de couteau, tu vois. Oui. Exactement. On fait la petite musique derrière. Alors, c'est nous. je dirais que cette information-là sur les résultats financiers de Activision Blizzard, il faut la prendre aussi dans le contexte de l'envie de Microsoft de les racheter. Oui. Parce que bien évidemment, ce genre d'informations sur les bénéfices, etc., ça soulève encore pas mal de questions. Notamment, le fait est que les bénéfices d'Activision Blizzard ont quasiment fondu cette année. Donc, ils ont fait 50% de moins de bénéfices que sur l'année 2021, ce qui d'un côté est compréhensible parce que, voilà, fin des confinements, etc., on a tout ça. Il y a un débat parce que forcément, c'est des jeux qui marchent aussi, très MMO, etc. Mais je pense surtout que le fait qu'ils soient en phase de rachat n'aide pas à faire forcément des ventes ou de lancer des projets, je pense. Je pense que oui, c'est surtout la question de lancement de nouveaux projets. Pourtant, ils ont quand même sorti sur cette année des choses qui ne peuvent pas passer inaperçues. Genre, ils ont sorti Call of Duty Modern Warfare 2. Ouais, mais ça, c'est des trucs qui étaient prévus depuis longtemps. Et il y a Overwatch 2 aussi. Oui, qui a été un four. Enfin, moi, je sais qu'il y a des fans d'Overwatch dans la communauté, partout sur le Discord, etc. C'est ça. En étant moi-même, on est loin de l'Overwatch 1. Donc, aussi bien soit-il. Tout à fait. Financier, c'est pas ça. C'est-à-dire que du coup, les jeux qu'ils ont sortis cette année, ça n'a pas payé, on va dire. Littéralement, ça n'a pas payé. La question, du coup, vis-à-vis du rachat, c'est Microsoft... ils seront sauver Activision Blizzard. C'est quoi? C'est le problème d'Activision Blizzard. Ils ont des problèmes? Ils n'arrivent pas? C'est quoi? Ça va être le sauvetage? Il y a débat, hein, en vrai. Oui, potentiellement. Mais bon, après, est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin? Je pense pas. Mais peut-être ça jouera dans la balance à l'avenir dans le rachat, parce que forcément, une société qui est en train de couler. La vraie question, c'est est-ce que Microsoft va toujours payer autant si plus le temps passe, plus les bénéfices fondent. Après, ils précisent quand même que leur effectif de développement ont grimpé de 25% en 2022. Alors, avocat du diable, du coup, ce qui est très bien. Ça fait partie des rares secteurs qui ne licencient pas massivement, donc pour le moment, attention. Et du coup, en plus, ils jouent cette carte-là pour montrer que la boîte reste attractive. Et en plus, non mais là par contre, tu vois, c'est vraiment, ils jouent la carte de on embauche, et en plus, ils précisent la quantité d'embauches des femmes et de minorités ethniques a également augmenté dans la société. Donc vraiment, même s'ils ont de la diminution de gains financiers, ils essayent de jouer cette carte-là de la carte humaine, on est toujours attractif. S'ils veulent se défendre face aux actionnaires, la vraie question c'est qu'on sait que les actionnaires ils font eux ce qu'ils voient c'est que des chiffres. Donc, et en plus ils ont quand même plein d'histoires internes, de scandales, d'harcèlement, etc. Donc c'est pour ça qu'ils jouent sur la carte des les femmes et les minorités ethniques. Généralement quand vous avez des casseroles, vous essayez de faire bonne figure. Oui c'est ça, vous rachetez une bonne image. Plus vous avez de casseroles, plus vous faites de bruit généralement sur ce genre de choses qui ne devraient pas non plus être mis en avant comme quelque chose d'exceptionnel. Oui c'est ça. Normalité en mode. Et on le répétera jamais assez. Quand on a comme nous finalement une place de spectateurs, il faut pas personnifier des méga brands multimilliardaires. C'est ça, parce que eux, ne défendez pas et ne personnifiez pas ce genre de truc, parce que c'est le doigt dans l'engrenage après. Et c'est pas un parti, et si c'en était un, vraiment vous engagez pas là-dedans. En tout cas, cette année, Activision Blizzard, c'était aussi une extension de World of Warcraft Dragonflight. Qui a bien marché. Oui, qui a bien marché, malgré les feedbacks pour certains qui n'étaient pas super ouf, mais qui proportionnellement à l'ancienne. Comment elle s'appelait l'ancienne? Je sais pas du tout. J'allais dire Légion, mais non, c'était Shadowland. Shadowland, voilà. Que moi je confonds forcément avec FF14, mais Shadowbringer. Mais... Ce n'était pas Shadowbringer, c'était Shadowland. Ouais. Shadowland qui avait refroidi un peu, qui avait pas mal de joueurs parce que c'était un peu un melting pot. Je t'avoue, moi je ne suis pas du tout une joueuse de WoW, donc je peux pas te dire. On côtoie quelqu'un qui a essayé de vendre World of Warcraft. Philrong a essayé de nous vendre WoW. Oui, c'est grâce à lui que j'ai joué. Un peu, c'était même pas mal, mais je ne peux pas égaler, bien évidemment. Il a essayé de nous vendre BFA à l'époque, ça a bien marché, on a joué à BFA. Je me souviens, la manière dont il vendait BFA, Philrong, c'était très... regarde, il y a tous les personnages. Non, mais c'était bien, mais justement. Everyone is here. Mais c'est là que ça a posé problème, c'est parce que justement, c'était pas BFA qui l'a fait ça, c'est à Shadow. En mode, il m'a dit, regarde, il y a Uther et tout. Enfin, moi, je connais pas tes trucs. Alors, moi, je le connais, Uther, mais. Oui, mais je le connais de quoi?
du MOBA qu'ils avaient fait, tu vois. Non, moi je le connais de Warcraft 3, mais enfin, j'étais petit quand il est parti, Uther. Faut le laisser partir au bout d'un moment. Il nous a dit, regarde, il y a tous les personnages qui ont disparu depuis le début. Je connais pas, ça marche pas sur moi. Et je sais qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient trigger là-dessus en mode l'histoire passée au second plan, c'était très fan service. Et là, Dragonfly qui a finalement mis les bouchées doubles et qui a l'air très très bien. J'ai pas pu y jouer encore, même si j'ai reçu une clé. Ico a essayé et il a trouvé ça très sympa. Mais en tout cas, ça donnait envie les nouvelles options de déplacement en dragon, etc. C'est très agréable. C'était sympa. Voilà, mais en tout cas, ce n'était pas tout pour Blizzard. Apparemment, c'est sur l'année, pour Activision Blizzard, la fin de l'année, elle est marquée par les free-to-play. Oui. Et notamment, il y a King et Candy Crush qui a fait des performances incroyables du coup pour la fin de l'année. Est-ce que ça surprend ? Est-ce qu'on est surpris que ce genre de jeu fonctionne bien ? Heureusement qu'ils sont là finalement. Bah oui, je crois que c'est un peu quelque chose qui a sauvé la société cette année, hein, donc tous les free-to-play, donc les achats in-game, n'est-ce pas ? Mais du coup, à suivre ? À suivre, parce qu'effectivement, donc du coup, Activision Blizzard qui, on pourrait dire, perd un peu de sa valeur vu que les bénéfices sont moins importants que l'année dernière, mais Microsoft veut toujours les racheter. Tu sais que ça me fait penser à un mème. Tu vois, Quentin, je pense que tu le vois, c'est Call Ambulance. Oui, tu sais, je l'imagine en train de faire semblant d'être en train de mourir pour pouvoir se faire racheter par Microsoft et à la fin ils feront But not for me. En sortant le flingue là, oui, comme le petit vieux. Ouais. J'ai vraiment l'impression de les voir en train de feindre l'agonie pour que ça passe parce que c'est depuis le temps que c'est un opéra le truc. Mais du coup, en parlant de l'agonie, là, c'est un mot parfait parce que justement, ce qui s'est passé sur les quelques derniers jours, c'est que Bobby Kotick a pris la parole. Non, mais j'aime bien la phrase. Ce qui s'est passé sur les derniers jours, c'est Bobby Kotick. Ouais. Ouais, mais littéralement, c'est Bobby Kotick. Il s'est passé dans cette affaire. Le Voldemort du jeu vidéo. De rachat. En fait, il est allé à la télé. Il est allé à la télé britannique et il a été, je sais plus pour quelle raison précise, il a été interviewé, mais il a parlé de rachat d'Activision par Microsoft. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il faut laisser Microsoft acheter Activision Blizzard parce que si ce ne sera pas fait, tout le paysage économique de la Grande-Bretagne, parce que du coup la société est basée en Grande-Bretagne, va se transformer en vallée morte. Vous voyez ? La Silicon Valley, Valley des États-Unis. Bois de l'eau, Bobby. On a compris, Bobby, tu le voulais, ton parachute. Pas besoin d'aller à la télé pour le dire. Lui, il dit ce sera l'opposé complet de la Silicon Valley. Ce sera une Death Valley. Exactement. Donc alors, ce c'est sera. Quoi l'inverse du Silicon ? Alors, je vous explique un peu. C'est que Bobby Kotick, il apporte un point de vue complètement différent de ce qu'on a pu avoir avant sur le rachat d'Activision Blizzard, parce que nous, on disait quoi ? Bon, c'est des gros GAFAM qui se battent pour savoir qui va acheter quoi et qui va récupérer les revenus de Call of. Sauf que là, on a un point de vue un peu plus différent. Bobby Kotick qui parle, certes, de l'opposition entre les grosses sociétés de jeux vidéo, mais qui rappelle qu'aujourd'hui, la vraie concurrence, ce n'est pas entre les sociétés, par exemple, américaines et européennes pour la domination du monde de jeux vidéo, mais c'est plutôt entre le monde continental et le monde asiatique. Parce qu'il dit, les sociétés comme Sony, ils ont des énormes licences, et qu'on le veuille pas, il n'y a pas que jeux vidéo chez Sony, il y a le cinéma et tout plein de choses. Oui. Ils possèdent des gros titres. On a aussi Nintendo qui possède les mascottes et les personnages les plus populaires et les meilleurs, les plus connus de toute l'histoire de jeux vidéo. C'est pas rien. Il faut opposer quelque chose à cette puissance asiatique de jeux vidéo. Donc t'es en train de me dire qu'il est venu à la télé pour dire qu'il y a un choc des civilisations du jeu vidéo, c'est ça ? Il est venu à la télé pour dire Japon. Tradition et modernité. Il faut arrêter le Japon. Il a dit ça. C'est littéralement ça. Il a dit il faut renforcer la puissance occidentale sur le marché de jeux vidéo. Oh là là. Parce que les jeux occidentaux n'arrivent pas à concurrencer le marché asiatique. Non mais c'est hyper drôle parce que c'est Bobby Kotick, tu vois. Tu sens qu'il y a toujours quelque chose derrière. Bobby Kotick, c'est vraiment, mais c'est la personnification du mec derrière lequel il faut pas se mettre parce que c'est vraiment pauvre milliardaire. Oui, après il tire aussi la sonnette d'alarme en mode
je sais pas si vous avez vu, hein, tout le monde, mais il y a en fait tous les grosses sociétés chinoises qui arrivent, genre par exemple Tencent avec Epic Games, etc., etc. Il agite tous les drapeaux qu'il a en main, quoi. C'est en mode alerte, alerte, alerte. À la fin, il se mouche dans son billet de 500. Oui, c'est ça. C'est voilà, ça. donc non. Le problème, c'est que c'est Bobby Kotick, comme l'a dit Quentin. Je refuse de me ranger derrière Oui, Bobby Kotick. déjà, je refuse d'écouter Bobby Kotick pour commencer. Va te faire foutre, Déjà, Bobby. Que fais-tu à la télé, Bobby? Mais du coup, je continue parce que ça, c'est un des points qu'il a précisé, c'est que voilà, il y a peut-être tout simplement la concurrence. Elle n'est pas là où on pense, elle est un peu ailleurs. Il continue en disant que ce soit genre les commissions européennes ou américaines ou même britanniques, elles ne se rendent pas forcément peut-être compte des réalités du marché de jeux vidéo parce que c'est pas vraiment leur spécialité, donc ils s'occupent de plein de choses. Donc c'est pour ça qu'il a parlé de cette concurrence qui existe entre littéralement l'Asie et l'Europe, etc. Et aussi, il a demandé de ne pas oublier qu'actuellement, la Grande-Bretagne est dans une situation économique très difficile. Parce que Brexit... Oh là là! Il a fait, qu'est-ce qui va pas en ce moment? Je vais prendre tout et je vais tout Je vais prendre tout, je vais faire un cocktail, je vais vous le servir, regardez, ça fait peur. Oui, mais c'est littéralement ça. Il a dit pour la Grande-Bretagne, ce serait très important que Activision Blizzard soit acheté par Microsoft parce que ça pourrait lancer une vague de nouveaux embauches, de développement économique, sachant que la Grande-Bretagne, c'est un pays qui possède d'énormes ressources intellectuelles, il a dit, genre Cambridge, tout ça, les gens qui travaillent dans le domaine informatique, le développement, etc. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que Brexit. Non mais je peux. Et c'est le pays qui est le plus touché par la récession depuis le Brexit, du coup. Depuis comparé le à tout le reste. Provoqué, je vous oui, rappelle, bien sûr. Mais du coup, c'est juste, moi j'ai vu cette news passer, je me suis dit, je peux pas ne pas en parler parce que c'est très intéressant. Non, mais il y a des choses qui peuvent être prises en compte. Le problème, c'est encore une fois, c'est qui apporte ces informations, oui, et la manière dont les apporte. S'il devait y avoir, si dans la masse, dans le vomi qu'il a envoyé, doit y avoir. Il y a forcément des trucs, oui, bien sûr. Non, mais il y a des trucs qui sont individuellement à prendre en compte, bien évidemment. Le vivier d'emploi que représente le Royaume-Uni, j'accepte. C'est réel. Oui, c'est complètement réel. Mais c'est Bobby Kotick. C'est le problème. Mais va te faire foutre, Bobby. Ça aurait été n'importe qui. Ça aurait peut-être été mieux reçu, même si je trouve qu'il y a quand même les drapeaux de la peur qui sont agités de manière un peu. C'est ça. Un peu hasardeuse. Arrête de te placer en petit sauveur du jeu vidéo occidental. Alors que tu es responsable justement de la perdition. Je suis désolé. De la perdition d'Activision Blizzard. Si aujourd'hui il peut crier Japon, attention, Sony, etc. C'est pas la faute du Japon et de Sony ou de Nintendo si les jeux Activision Blizzard ils sont dans le déclin depuis des décennies. Hein. C'est pas eux qu'on fait que t'as fait des mauvais jeux et que t'as fait des mauvais choix. Hein. Donc je trouve facile. Encore une fois, c'est très facile de le tourner comme ça. Même si, encore une fois, on peut trouver des brides de vérité dans tout ce vomi. Mais encore une fois, je dis beaucoup encore une fois, excusez-moi. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Mais on est de toute façon d'accord. Il n'y a pas vraiment de débat. Oui. Non, mais c'est Bobby Kotick. Voilà, c'est ça. C'est qui apporte ça aussi. Merde. Je veux dire. Je suis sûr que chez Microsoft, ils s'arrachent les cheveux en plus. Mais non, mais pas lui. Parce qu'il rend pas service. TG, Bobby. En vrai, je sais pas. Peut-être que ça marche. Peut-être que ça fonctionne pour les Britanniques. Peut-être qu'ils peuvent l'entendre, tu sais, en mode oui, mais c'est vrai qu'il y a un côté très régional sur Exactement. C'est peut-être juste, ne serait-ce que pour appuyer sur la commission de la Grande-Bretagne. Ce qui est embêtant, c'est qu'il a trop d'intérêt personnel dans l'histoire aussi. Et encore une fois, entre ça et le vomi, c'est très compliqué. Mais à suivre tant que ça sera pas fait. Mais c'est chiant. Donc là, à part relayer ces informations-là et relayer ces arguments de Bobby Kotick, là, on peut pas faire plus. Potentiellement, on verra peut-être que ça se trouve, il aura une retombée sur les avis des commissions ou sur. Vous avez été bien, est-ce que tu as vraiment amené Bobby Kotick pour qu'on le mêle avec étagère en mode qu'est-ce que t'as dit et ça s'est très bien passé. Mais ça fait partie, c'est le soap opéra, de Activision Blizzard et Microsoft, on peut pas passer à côté quand même. C'est important et j'ai hâte que ça se termine quand même, qu'il y ait l'apothéose, le rachat ou le non rachat à suivre aussi. Exactement. Et maintenant, on va passer à la suite. Ce sera notre dernier point de ces Blasto News. Ce que vous attendez depuis le début. C'est le dernier, mais pas le plus court. Ce sur quoi on a basé le titre des Blasto News. Oui, potentiellement. Très probablement le Nintendo Direct. Quoi, il y a eu un Nintendo Direct? Oui, il y a eu un Nintendo Direct après des mois et des mois de rumeurs. Et donc après des estimations temporelles. Et c'est parti.
Donc alors, c'est le Nintendo Direct qui s'est passé hier pour nous. C'est il y a quelques hier à jours pour 23h. Heure de chez moi. Exactement. Voilà, très précis. Et là, on va voir tout ce qui s'est passé. C'était un Nintendo Direct, ma foi, plutôt charnu. Il a fait un truc comme 40 minutes. Oui, c'était 40 minutes. Qui étaient pas venus, ils étaient pas venus faire cuire des saucisses. L'objectif de ce Nintendo Direct, c'était de nous présenter quoi? L'objectif premier et la chose que tout le monde attendait de ce Nintendo Direct. Est-ce qu'on commence par ça? Oui, on va commencer par ça. Oui, mais c'est Zelda. Voilà. Les gens attendaient Zelda. On a vu du gameplay. On a vu des extraits de jeu. Et alors, moi, on a vu un truc qui m'a fumé, c'est quoi cette auto? Ah, oui. C'est quoi ce chariot? Oui, j'ai vu le truc qui roule. Parce qu'apparemment, il y a des montures maintenant, des montures bizarres dans les cieux, sur Terre. Il avait, j'imagine que dans le DLC de Breath of the Wild, il avait la moto. Oui, alors, c'est vrai qu'avec la moto... Mais la moto, pour moi, je l'ai toujours vu comme un fun, un fan service, tu vois. Un petit délire. Mais là, ça a l'air plus réel et ça me fait marrer. Et j'imagine quand je l'ai vu sur sa petite chariole, là, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du point de vue lore, j'imagine que Zelda, elle a eu le temps de mettre en place un peu toutes les vieilles des artefacts qu'elle avait trouvés pendant les recherches. Elle a rétabli des trucs. La première information importante, c'est que la date de sortie est validée. Est-ce que vous savez si les précommandes ont été lancées? Oui, j'ai vu les précommandes passer. Les précommandes ont été lancées et plus que ça, j'ai vu la grosse collector. On a vu la grosse collector, on a vu l'amiibo. Alors l'amiibo qui est très très stylé. L'amiibo qui est stylé, Link avec sa main bleue là. C'est validé, ouais. Link avec sa main bleue qui est pas sans me faire penser à Devil May Cry 4. C'est vrai qu'il y a vraiment des vibes. Nero, mais non, mais moi là, alors là du coup je rentre dans des spécificités techniques sur lesquelles Nintendo n'a pas communiqué. Cependant, je pense pas que je me mouille beaucoup. Il y a quelques semaines, il y a des images d'une possible édition limitée d'une Switch Zelda qui ont leaké. D'accord. Donc et c'est une Switch aux couleurs d'un Zelda. Bon, ça n'a absolument rien de surprenant. Très bien. On attend plus d'informations. Là, disons que c'est les images qu'on a eues dans le trailer. On reprend des éléments de gameplay de Breath of the Wild, bien évidemment, étant donné que c'est une suite. On lui ajoute quelque chose, rien de neuf sous le soleil, avec les artefacts trouvés à gauche, à droite depuis le début du premier. On a vu quelques nouveaux monstres, notamment la bestiole qui volait dans les airs. Donc ça ne promet pas pour autant un renouvellement complet. Exactement. Pareil pour le gameplay, on est toujours dans les airs. C'est le trailer, j'ai l'impression qu'il s'est un peu concentré sur le lore un peu de cet opus-là. Même si encore une fois, je ne trouve pas qu'on apprend énormément de choses. Non. Il y a une menace. Bon, on se doute d'où elle vient la menace. Oui, alors on a vu le visage de la menace. J'ai quelques idées sur qui c'est. En tout cas, le doublage m'a plu. Alors. Est-ce que tu as entendu la VF, toi? Oui, j'ai entendu la VF. J'ai regardé le Nintendo Direct français. Pour la voix de Zelda, on a toujours Adrien Chaitai. Reste à savoir du coup qui fait le doublage de cet ennemi qui va être tout le monde connaît. présenté. Tout le monde connaît, oui. Est-ce que ça vous hype un peu le jeu? Le problème, c'est qu'on est sur le schéma de ça fait 6 ans que je l'attends ce jeu. Donc est-ce qu'il me hype? Bien sûr, je suis très content d'y jouer. Est-ce que je vais secouer les meubles chez moi? Non. Mais j'ai hâte d'y jouer, oui. Mais j'ai perdu la flamme avec Cyberpunk, vous le savez. Oui, hype. Mais je pense qu'on sera tous contents d'y jouer parce que ça reste quand même en Zelda et le précédent Zelda était bien bon quand même. On verra ce que ça donne cette fois. Le problème, c'est que du coup, ça se passe sur la même map. Donc à part les zones dans les airs, oui, ça peut être un problème parce que tu n'as plus ce côté exploration à faire. On va forcément perdre des choses, la découverte de le nouvel univers, etc. Mais je pense qu'on les gagnera ailleurs. J'espère bien. Et qui vont jouer un peu avec la verticalité. Oui, mais disons que c'est on va dire, un peu le talon d'Achille de ce Zelda là. Oui, mais on va voir. Encore une fois, ça fait 6 ans qu'ils travaillent dessus, donc ça m'étonnerait qu'ils le sortent en se disant on va se foutre en l'air. Oui. Donc je croise les doigts, ce sera un petit plaisir. Ça se trouve, on aura encore des nouvelles du jeu avant sa sortie, parce que je pense ils sont censés rentrer quand même. C'est un Zelda. Oui, c'est ça. Donc on se verra quand il sortira. Peut-être qu'on hurlera au GOTY. On ne sait pas, et c'est peut-être pas plus mal de se dire comme ça, de rester dans le flou. Oui. Je sais que la sphère Zelda est en feu. Je sais qu'on nous reprochera peut-être de ne pas secouer nos chaises. Exactement. Je voudrais bien secouer mes chaises, mais ça semblerait faux cul parce que j'ai pas spécialement envie. Mais peut-être que je les secouerai très fort quand le jeu sortira. Voilà, je vous le dis tout de suite. Voilà. Maintenant, si le jeu est bien,
je secoue tout. Maintenant qu'on a mis ça de côté, on peut détailler peut-être le reste. Oui, moi je propose de commencer d'abord par évacuer le point DLC et Season Pass, ce genre de trucs. Donc sachez que ils nous ont annoncé une mystérieuse vague 2 de Fire Emblem. Exactement, donc la vague 2 de Expansion Pass de Fire Emblem avec des nouveaux emblèmes qui vont arriver, de nouveaux personnages. Dans une démarche complètement fanservice. Exactement, mais comme des toujours. Nouveaux anciens personnages. Voilà, c'est ça, donc parmi les personnages les plus récents, des Fire Emblem récents, on a Camilla de Fire Emblem Fates. Ils ont beau dire que c'est l'emblème de je sais pas quoi, pour moi Camilla c'est l'emblème de la grande sœur lubrique. Hein. Oui, donc voilà, ils ont annoncé vite fait, ils ont montré ce qu'il aura dans la vague 3 et vague 4 de l'expansion pass qui va également arriver plus tard. Sinon, on a aussi en DLC de Splatoon 3 qui va arriver. 2 DLC de Splatoon 3. Le premier qui est en lien et qui est une refonte du hub, plus en lien avec Splatoon premier du nom. Et le deuxième qui est la Tour de l'Ordre, dans un monde particulièrement blanc, avec un trailer cryptique dont seuls les trailers cryptiques ont le secret. C'est intéressant, il est selon moi plus important que ce premier DLC qui lui m'a l'air quand même pas mal fanservice. On verra bien ce que ça va donner. Dans les DLC qui ont été annoncés, il y a aussi du contenu par rapport à Xenoblade. Oui, exactement, donc ce sera le volume 3 des DLC de Xenoblade Chronicles 3 qui arrive le 15 février. Et vous vous en doutez, on a aussi du Mario Kart aussi, non ? C'est ça, mais par rapport à Xenoblade qui ajoute un mode roguelike. Ça te chauffe ça, toi ? Bah pas vraiment, mais en vrai je trouve ça très drôle. Non mais c'est rigolo, mais genre vraiment, je me demande qui est chaud pour du roguelike Xenoblade là. Bah on verra bien, si ça se trouve il y aura une vague de contenu, on sait pas. Le jeu il a à peu près 300 ans, et c'est seulement maintenant qu'ils ajoutent Birdo au casting. Birdo de toutes les couleurs qui rejoint, le Yoshi de toutes les couleurs qui rejoint, un DLC placé dans ce trailer, en tout cas sous le signe de Yoshi, avec le terrain Yoshi's Island, qui moi me fait très plaisir parce que j'adore le jeu Yoshi's Island, mais j'attends de voir ce qu'ils vont annoncer. C'est un jeu qui vit sa vie. Hein. Bah, c'est bien. 52 millions d'exemplaires vendus. Oui, quand même, après tout, on vous rappelle, oui, il faut bien nourrir. Hein. Le recyclage, oui. Non, mais là, on est de mauvaise foi, parce que là, du coup, le circuit qui a été montré est totalement nouveau. Oui, on est de mauvaise foi, parce que c'est un running gag. Au bout d'un moment, le jeu est sorti sur Wii U, on peut pas s'empêcher de mettre un petit coup de pied, mais... Ça a l'air sympatoche, encore une fois, c'est une Mario Kart, tout le monde sera content. C'est Birdo, on l'avait pas vu depuis Double Dash. Qui fait longtemps. C'était la GameCube, Double Dash. Qui fait très longtemps pour le coup, mais... Donc voilà, 4e vague de DLC, 8 courses, un personnage, très bien. C'est parfait. Alors, j'ai cru comprendre que cette fois, le Nintendo Direct, il était placé un peu sous l'étoile des remakes et de portages. Alors, je suis content d'avoir des nouvelles de Advance Wars. Advance Wars Reboot Camp. Alors moi un peu aussi parce que c'est quand même du stratégie tour par tour. De Intelligent System. Exactement. Oui, bah oui. Donc on verra. Alors moi je l'adore. C'est un remake de 2 jeux que j'aime énormément. C'est les Advance Wars GBA. On peut le voir avec tout simplement les personnages des Advance Wars GBA. Tant de souvenirs, tant de, tu sais, quand tu te penchais vers la lumière pour à l'écran illuminé le soir parce que il n'y avait pas le rétroéclairage encore. Je rappelle que Advance Wars est un jeu à l'équilibrage fondamentalement cassé. Il y a vraiment des personnages plus forts que d'autres. Inexistants, moi, je préfère dire. Ce jeu, il m'inquiète sous le prisme de ma découverte de Tactics Ogre Reborn de l'automne dernier. Là, pour le coup, c'est un jeu qui est beaucoup moins vieux dans ses mécaniques. Ça va. Donc, il était rafraîchissant à l'époque, je trouve. C'était vraiment un petit plaisir en mode... Je pense pas qu'il est vieilli pour le coup. J'espère du coup qu'ils l'ont quand même mis au goût du jour un peu et qu'ils n'ont pas juste fait un copier-coller des vieux jeux avec les mécaniques du vieux jeu. J'ai du mal à voir ce qu'on pourra mettre plus au goût du jour dans Advance Wars, dans la mesure où je pense pas que ce soit un jeu qui est spécialement vieilli. Tout simplement dans les commandes, tout simplement dans le déroulement des commandes à faire, je sais pas moi. Les commandes, elles étaient prévues pour une console qui avait 4 boutons. Bon. Écoute. Attends, avec 4 boutons, tu peux faire des trucs complètement chiants. Donc, tu seras pas dépaysé. Non. Fondamentalement, les contrôles sont plus simples que Fire Emblem. Même la compréhension complète du terrain de jeu, c'est vachement plus simple. C'est ça, c'est pas bien dur. Très bien. C'est complexe. Ils arrivent à rater le reboot camp, je sais pas comment ils ont fait. Limite, faut augmenter cette personne parce qu'elle a reçu quelque chose d'exceptionnel. On a aussi le Metroid Prime Remastered. Oui.
Qui est très joli. Hein. Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que on se posait des questions. Il y avait des rumeurs sur un remaster de Metroid Prime, sur des remasters de Metroid Prime, parce qu'on me rappelle qu'il y en a 3. Bon, bah peut-être que d'ici à ce qu'on ait, le plan c'est alors Metroid Prime Remastered que vous pouvez acheter tout de suite en démat, qui sortira en boîte en mars. Metroid Prime le premier sort maintenant. Metroid Prime 2, admettons dans 2 ans. Metroid Prime 3 Remastered d'ici 2027. Finalement, on a la roadmap pour les 10 prochaines années. Voilà, et Metroid Prime 4, on l'aura peut-être en 2029. Ah, bah très bien. Bonne nouvelle. Non, mais je plaisante. En vrai, ils ont ajouté des petites options à Metroid Prime. Moi, ça me hype pas plus que ça, parce que je trouve pas que le premier vieillit. Non, mais je suis content qu'il soit accessible. Il y a d'autres portages, d'autres remakes? Oh là oui. À commencer Kirby là. À commencer par Kirby Return to Dreamland Deluxe, qui est le portage du jeu, Kirby Dreamland. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Return. Ouais, c'est Kirby Return to Dreamland, qui était le fameux Kirby avec l'épée là et le petit bonnet vert. Qui n'a pas eu la chance de connaître le succès escompté, étant donné qu'il est sorti en fin de vie de la console. Ça ajoute, cette fois-ci, une campagne supplémentaire avec Magolor que tu débloques à la fin du jeu. C'est intéressant. J'aime bien voir ça. J'aime bien qu'ils ajoutent des petites choses dans des jeux qui n'ont pas besoin de ça fondamentalement, mais ça permet de donner une raison supplémentaire à l'achat des jeux. En matière de portage, on a eu Ghost Trick. Alors je suppose que ce sera la version Android, mais Ghost Trick, c'est pas vraiment un visual novel, mais comment définir le genre de jeu de Ghost Trick? Énigme, tactile, tu prends possession des objets pour faire des séquences d'action et avancer dans un scénario et comprendre, changer le futur, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui que quoi combo. C'était un jeu DS à la base. Il y a eu une version Android. Le jeu DS commençait à côté sévère. C'est un très bon jeu, Ghost Trick, derrière lequel on trouve Shu Takumi de la série Ace Attorney. Et je suis content de le voir revenir. C'est vrai ? Non, mais Ghost Trick, moi, ça me fait trop plaisir. Ah, mais si ça te rend heureux, mon très cher étagère, est-ce que un truc qui commence par Bat et qui finit par Os, ça t'intéresse ou pas ? Est-ce que ça fait partie... Parce que je sais qu'Ico était hype de fou par ça. Malheureusement, moi, c'est pas mon arc. J'y vais. Et alors, je suis curieux de savoir si toi, ça te plaît. Mais... Voilà, autre portage, Baton Kaitos 1 et 2 HD Remastered, qui est une compilation de Baton Kaitos, premier du nom qu'on a eu en Europe, et aussi Baton Kaitos Origins, que nous n'avons pas eu en Europe. Donc encore une fois, c'est une compilation. C'est cool, dans la mesure où même le premier Baton Kaitos, c'est quoi ? C'est un peu plus de 60 balles, si vous voulez l'acheter d'occasion sur GameCube. Ah oui, mais c'est un cauchemar. Donc c'est un plaisir d'avoir le retour finalement pour... c'est un plaisir d'avoir un retour, et c'est surtout un plaisir de voir se confirmer quelque chose qui relevait de la rumeur. On se posait des questions. Est-ce que ce serait un remake du premier Baton Kaitos ? Est-ce que ce serait une collection comportant les deux en HD ? On savait pas trop, mais c'est sympa de voir qu'avec l'argent de Xenoblade, alors j'ai vu que Monolith sort. Oui, ils en profitent un peu quand même. Monolith profite complètement du truc. Moi, la question que je me pose, c'est savoir si on n'aurait pas la trilogie des Xenoblade, pas des Xenoblade, la trilogie des Xenosaga. Je sais que normalement c'est Square Enix qui a les droits, mais vu la situation dans laquelle est Square, je pense que si tu mets un petit billet sur la table, de les filouter là, parce qu'ils feront sûrement des NFT avec, mais au moins ils prendront le chèque. Oui, c'est ça. En vrai, la question se pose. Mais je suis très très content de voir Baton Kaitos 1 et 2 sortir du tiroir comme ça. C'est relativement inattendu malgré tout. En choses qu'on a eues qui sont aussi sorties du tiroir. Je sais que pour le 1er juin, le 1er juin, ils ont annoncé déjà une sortie d'une compilation des jeux Etrian Odyssey. Etrian Odyssey, et ça fait extrêmement plaisir parce que il me semble que les derniers Etrian Odyssey, c'était plutôt sur 3DS. Ouais. Là, on a une réactualisation des vieux titres. Ouais, il y a 3 jeux qui vont sortir. C'est Etrian Odyssey 1, 2 et 3. Il me semble que c'est des jeux DS, Etrian Odyssey, les premiers. C'est cool. Moi, ça me fait plaisir. C'est des dungeon crawlers qui sont difficiles à en crever. Ça plaira pas à tout le monde. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous lancer dans Etrian Odyssey, je ne saurais que trop vous le souhaiter en tant que personne qui a un amour très déplacé pour Atlus. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. C'est des jeux qu'il faut envisager. Vous allez mourir. Beaucoup. En remake, on avait déjà eu le remake du premier Katamari Damacy. Là, on a le deuxième Katamari, le We Love Katamari. Reroll plus un épisode supplémentaire avec le roi du cosmos. Ça évoque pas beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais We Love Katamari était sorti, je crois, sur PS2. Ouais. C'est mon épisode préféré de la saga. Tu t'arrêtes pas d'en parler. Ouais, non, mais il est très très fun. Je l'aime énormément. Et je trouve très inattendu de voir arriver We Love Katamari. Alors, avant un peu ce que ça donnait sur la Switch, parce que j'ai vu que ça ramait un peu du cul à certaines zones.
À voir. Ça fait partie du genre de jeux qui peuvent mettre à mal la Switch, hein, pour le coup. Oui, alors, c'est dommage, parce que c'est un jeu PS2. Oui, c'est dommage, mais c'est là que tu vois qu'on peut se poser les bonnes questions, je pense. Il faut se poser les... Bah après, le truc, c'est que le Katamari Damacy, le remake, était pas exclusif à la Switch. Donc j'attends de voir. Ok. Voilà. Bah, j'ai vu les gens sur les réseaux sociaux qui étaient pas forcément très contents qu'il y a genre autant de remakes que littéralement. C'est tout le temps la même chose avec les... Le truc, c'est que c'est une question... La question de la nécessité d'un remake, elle est intimement liée à la question de l'accessibilité. Bien sûr. Si on prend un duo comme Baton Kaitos, bah moi je suis content parce que Origins j'y ai jamais joué, il est juste pas sorti dans mon pays. Oui, bien sûr, mais c'est... Oui. D'accord, parce que j'ai vu 1 et 2, mais ils appellent ça Baton Kaitos 1 et 2, mais ce sera Baton Kaitos et Baton Kaitos Origin. Bah c'est bien, mais du coup c'est dans le même registre que l'arrivée des jeux Game Boy et Game Boy Advance sur les services online de Nintendo. C'est ça. Donc il y a pas mal de jeux qui vont débarquer et ça fait toujours plaisir d'avoir l'accès justement. Après bon, avec ce genre de jeu c'est toujours le même problème. À chaque service online de Nintendo, ces jeux ils arrivent et ensuite ils s'en vont, il faut les acheter encore une fois. Ça dénonce là. Ça dénonce. Ça dénonce apparemment. Désolé, mais moi, une console virtuelle Game Boy, bon, bah, c'est pas que ça me hype pas. Oui. Mais c'est juste que... Parce que t'es un genre émulateur, toi, donc forcément... Un émulateur Game Boy, aussi sympathique soit-il, oui. Bah moi, la formule émulation de Nintendo, je suis désolé, mais j'ai toujours du mal. Il y a des gens qui seront très contents. Des gens qui seront très contents, notamment parce que la formule de base inclut Game Boy et Game Boy Color. Oui. Mais moi, je suis désolé, quand je vois Nintendo annoncer en grande pompe et faire tout un trailer pour me faire jouer à un émulateur Game Boy, à un jeu qui... Non, mais c'est marrant d'avoir sur Nintendo Switch, la Game Boy, et dans les jeux Game Boy qu'ils ont choisi, une compilation de titres Game & Watch. Enfin... Ça dénonce, là. C'est pas que ça m'intéresse pas tellement, mais... Bon, dans le cas de Metroid 2, mais il y a eu un remake sur 3DS. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de l'original? Je vois ce que tu veux dire. Oui, non, mais j'aime beaucoup Kirby's Dream Land, mais est-ce que... je sais pas, moi personnellement, et pourtant je suis peut-être la personne la plus portée sur le rétro gaming du local, bah ça m'en touche une sans bouger l'autre. Par contre, je suis très content qu'ils aient choisi le deuxième Mario et pas le premier. Je trouve effectivement les Golden Coin là. Je trouve ce jeu beaucoup plus sympa. Et il a permis de donner naissance à la série des Wario Land, pour laquelle j'ai un amour déplacé. Je sais qu'ils vont ajouter... Alors par contre, vrai truc, très anecdotique, mais vrai truc quand même, dans les jeux annoncés pour le programme Game Boy, il y a Pokémon TCG. Oui, ça, je l'ai vu, ça m'a beaucoup fait rire. Oui, Pokémon TCG qui, je pense, aura des features online. Ce qui sera très très cool. Ça veut dire que si vous voulez jouer en ligne au bloc Wizard de Pokémon TCG, et même pas à tout le bloc Wizard, au début du bloc Wizard, soit la période la moins fun de toute l'histoire de Pokémon TCG, vous le pourrez. Attendez-vous à vous faire spammer la tronche par des decks roux carnage. Ce sera terrible. Ils ont annoncé aussi le console virtuelle GBA. Enfin, c'est même pas une console virtuelle. C'est l'émulation GBA sur Switch dans le pack supplémentaire. C'est ça. Donc il y a les jeux Game Boy, il y a les jeux Game Boy Advance qui arrivent. Et c'est justement... Exactement. C'est un peu emmerdant encore une fois. Pour moi, c'est pas dans le pack de base. Bah, moi, j'ai vu Mario et Luigi Superstar Saga, ça m'a fait plaisir. Oui, mais pareil, ça fait partie des jeux qui ont déjà eu un remake. Oui, c'est Mario vrai. et Luigi, Superstar Saga. Mais en tout cas, je pense qu'on va pas s'attarder non plus à tous les jeux Game Boy Advance, etc. Parce que ce Nintendo Direct, il avait quand même comme objectif de nous parler des jeux qui vont arriver sur le début de l'année. Donc à peu près jusqu'à... Le seul point sur lequel je vais insister, et après, promis, je vous lâche la grappe avec cette histoire de console virtuelle et de GBA sur Switch. Dans les jeux annoncés, dans ce pack supplémentaire GBA, il y a Golden Sun. Ce qui est très bien. Il y a Fire Emblem, il y a Metroid Fusion, il y a Kirby, il y a Amazing Mirror, mais il y a aussi F-Zero Maximum Velocity. Donc voilà, vous avez votre F-Zero. Non mais les gars, sur les 3 F-Zero sur Game Boy Advance, pourquoi celui qui est... Vous auriez pas pu mettre Climax directement pour qu'on s'amuse? Moi je pense qu'il y a une volonté de nuire à la communauté F-Zero et qu'ils le font de manière volontaire. Hein. Voilà. Voilà, ça me fait du mal. De l'arc des. C'est la fin de cet arc-là. J'ai vu qu'on n'a pas parlé de tous les DLC aussi. Ah bon? On n'a pas parlé du DLC Return to Castlevania. C'est un DLC, c'est une campagne qui fait le lien entre les Castlevania entre guillemets à l'imagerie la plus populaire, soit Rondo of Blood avec Richter Belmont et Symphony of the Night, enfin même Castlevania 3 avec Alucard, qui est intéressant, hein. C'est intéressant en soi, ça ajoute toute une campagne supplémentaire. Il y a Dracula.
il y a la mort, il y a je sais pas combien de chansons à la fois originales mais aussi j'allais dire des portages de chansons, mais non. Juste des chansons issues de Castlevania directement, je sais pas comment ce sera exécuté. Ils ajoutent des armes classiques de Castlevania, on peut voir la croix, on peut voir le Vampire Killer qui est le fouet. Juste le fait de faire tournoyer le fouet, moi ça me remplit d'une certaine joie. J'attends de voir la manière dont ce sera exécuté, parce que Dead Cells ne raconte pas ça. Ça aura des airs... Pour moi, vraiment, ce DLC, c'est un épisode fiévreux. Et là, si c'était un épisode d'animé, tu vois, ce serait l'épisode à la plage. D'accord, je vois. Ce serait l'épisode dans le Maid Café. Je ne comprends pas trop où ils veulent en venir, genre... au niveau à la fois de Castlevania et de Dead Cells avec ce DLC, c'est toujours très inattendu pour moi. Mais ça se précise et honnêtement, ça a l'air vraiment sympa. Bah c'est très bien. Je pense que maintenant, on peut passer au nouveau jeu. Au nouveau jeu, parce que final, un peu de tout ça, parce que c'était tout plein de jeux qui étaient le Nintendo Direct, il voulait nous parler de tous les jeux qui vont arriver à peu près jusqu'à la moitié de l'année 2023. Ouais, c'est ça. À peu près. Ça leur a permis de solidifier des annonces qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire que la sortie de Bayonetta Origins, on était déjà au courant. Exactement. La sortie du Kirby, on était déjà au courant. Pikmin aussi. Oui, Pikmin 4, il est venu Alors, Pikmin 4, moi je suis content. Oui, non, mais tout le monde est Pikmin content de 4, voir il me fait extrêmement plaisir. Pikmin 3 avait pas eu le succès qu'il méritait parce qu'il était sorti sur Wii U. Mais Pikmin 3 Deluxe est ressorti sur Switch et maintenant on a ce nouveau Pikmin là qui inclut comme nouvelle mécanique le chien. Le chien, mais que j'adore. Alors, je le trouve très mignon, mais c'est parce que le chara-design de Pikmin fonctionne beaucoup trop bien sur moi. Oui, t'es un bon client. Quoi. Je suis un excellent client de Pikmin. Oui, mais normal. Enfin, ce Pikmin, il a surtout une date de sortie. Oui. Il a surtout une date de sortie qui est du coup le 21 juillet de cette année. Beaucoup donc ça, je pense que les gens ils vont être très 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 contents. Tout à fait. Moi, je voulais revenir du coup sur Cereza que j'ai vu le trailer qui du coup sera disponible le 17 mars. J'aime beaucoup. Oui. Je trouve c'est très beau. Le design de Bayonetta ici. Mais je la trouve très mignonne. Je la trouve très chou. Je trouve pas enfin, je trouve que vraiment niveau design, c'est un sans faute. Oui. Même la direction artistique du jeu, on en avait déjà discuté, je crois. Ça fait très peinture acrylique, ça fait très joli. Hyper mignon. Un peu les dessins mythologiques, j'ai envie de dire. Non, il y a un côté yokai un peu, je trouve. Oui, oui, un peu le mythologique je vois design traditionnel japonais, on va dire. Oui. Les fameuses peintures à l'encre un peu. L'estampe. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est très chouette. On a précisé des choses sur le gameplay, mais après, disons que... on l'a vu venir. Il y a une démo du jeu dans Bayonetta 3, tout ça. Je veux dire, bon, on est content. Mais c'est pas ce qui a le plus transcendé, parce qu'il y a des trucs qui ont... Il y a des trucs... Il y avait des choses qui étaient très inattendues. On a commencé par ça. Alors, du moins hype au plus hype. Vas-y. Alors, le jeu qui me hype le moins... Mais le moins, et j'ai vu, mais je vous ai vu sur Discord. Allez, attention à ce que tu vas dire. Attends, j'ai pas les pseudos sous les yeux, mais j'en ai vu sur Discord discuter de Tron Identity. Ouais, alors celui-là... Quoi ? On est d'accord, tu commences du moins hype, c'est ça ? Oui. Bah, je sais pas, mais c'est mignon. Je dis, pourquoi vous voulez faire un univers étendu de Tron ? Qu'est-ce qui vous Pourquoi vous vous obstinez ? Après, c'est joli, hein. Il y a une ambiance et tout. Non, mais c'est juste surprenant. Rendons à César. C'est futuriste, ça brille, pourquoi pas. Voilà. Rendons à César ce qui est à César. Je trouve que la direction artistique est sympathique. Un jeu d'aventure textuelle, de ce qu'on en voit, carrément basé sur les décisions. Pourquoi pas ? Je trouve ça un peu bizarre comme manière d'approcher. C'est surprenant parce que tu sais, ça fait partie des jeux que tu t'attendais pas à voir là, tu vois. Oui. Et bon, pourquoi pas, encore une fois, ça sera peut-être une masterclass. Moi, je fais confiance à, on va dire, la patience et j'y jouerai. Et on verra ce que je me chauffe plus. C'est terminé, je ne me chauffe plus. Ok, alors je continue dans les jeux qui nous hype peut-être le moins. Je vois qu'Elena le regarde en ce moment. Mais attends, tu veux me dire que ce jeu-là, il te hype plus que Tron ? Ouais. D'accord. Parce que j'aime bien la maison du style. Fashion Dreamer. Fashion Dreamer, dans lequel tu joues un influenceur. Ah, c'est très personnel du coup. Hein, comme, non, mais ils ont utilisé le mot, genre tu joues un influenceur mode. C'est vrai. Oui, c'est ça. Tu peux liker, retweet et faire je sais pas quoi dans le jeu. Il est basé. Tu es influenceur Instagram. C'est ça. Il a une forte dimension sociale, j'ai l'impression. Il sera vraiment basé là-dessus. Sur le fait de faire progresser sa marque. J'ai pas tout compris. Il y a un mode photo, mais il faudra gagner des followers. Bizarre. Faudra gagner des followers. Après, je comprends ce qui est attirant dedans. Puis je trouve qu'il y a une DA qui est assez. Je sais pas, ça me fait penser à. Je sais pas. La maison du style. Peut-être. Ça me fait penser à la maison du style. Ouais. Et j'aimais bien la maison du style. C'était développé par les mecs de Def Jam. Voilà. Ça trouvera son public. Bien c'est sûr. compréhensible. C'est dans l'air du temps, on va dire. Tout à fait. Mais je sais pas si je l'aurais mis avant. Enfin.
J'aurais peut-être fait l'inverse, tu vois. T'aurais Mais fait- vas-y, c'est le tien. T'aurais fait l'inverse. J'aurais peut-être fait l'inverse. Mais à toi, vas-y. Alors, en jeu nouveau qui a été révélé après, moi je les mets à un niveau d'égalité, le Illusion Island. Disney Illusion Island, qui est un jeu de plateforme estampillé Disney qui sera aussi disponible le 28 juillet. Le 28 juillet, effectivement, comme disait Victor, il y a pas mal de jeux prévus pour cet été. Alors, il marche dans les pas de Land of Illusion, Castle of Illusion et tout le bazar que les vieux de la vieille ont sans doute connu, qui eux-mêmes ont bénéficié de... Enfin, je crois qu'il y a un des deux Illusion qui a bénéficié d'un remake. Sauf que cette fois-ci, il vise un aspect beaucoup plus coopératif. C'est intéressant. Il y a une belle expression des personnages. Il y a, je trouve, quelque chose de bien dans l'expression de l'identité de chaque personnage, dans la manière dont est designé le jeu, mais j'ai peur que ce soit un peu simple. Je trouve qu'il est assez joli. Je pose ma petite pièce. La direction artistique fonctionne bien. J'aime bien qu'on reprenne un chara-design un peu vieillot de Mickey et ses amis. Pourquoi pas. Il a des petites similarités que les gens ont associées à Cuphead. Mais je pense que ce sera pas aussi dur que Cuphead. Je pense que c'est surtout le style. Ça sonne un peu Cuphead justement parce que c'est à l'ancienne. Les designs, ils sonnent un peu les années 30, 40, j'en sais rien. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est... Moi, franchement, je le trouve sympa parce que n'empêche, il s'arrête pas là. Il s'arrête pas et c'est pas du noir et blanc. Il y a plein de couleurs, ça pète partout, c'est joli. Oui, c'est quelque chose que, à titre personnel, ça me hype pas plus que ça, mais j'y jouerai avec plaisir. Oui, peut-être. Je sais pas ce que t'en penses, Mage. Moi, malheureusement, je suis pas je crois client de ça. Ouais, je crois que alors sans aller jusqu'à être hermétique, je crois pas que ce soit pour toi. Non, c'est vraiment pas. Enfin, ne serait-ce que tu vois le côté Disney. J'ai déjà du mal avec Kingdom Hearts. Je sais que ça va faire grincer des dents, mais pour moi, ma limite avec Disney, le contenu Disney, c'est Kingdom Hearts. Non, mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de jeux Disney qui sont sympas. Oui, mais c'est ça le pire, et j'en ai conscience. Mais vraiment, je pense qu'hermétique, c'est le bon terme. Je suis hermétique à tout ça. Ok. Je suis parti sur une autre voie. Mais je comprends que ça plaise et que ça aille. Ensuite, il y avait, moi je le mets sur un pied d'égalité, le Samba des Amigos. Oui. Ouais. C'est sympa, je suis très content de revoir une licence de Sega comme ça. J'aime bien les voir faire un nouveau jeu, surtout que en fait, il y a foncièrement eu qu'un seul jeu Samba des Amigos avant ça. C'est un jeu de rythme musical. C'est un jeu de rythme, effectivement, qu'on jouait à la base sur Dreamcast en 99. Ouais, donc moi je suis très content de le voir, je vais m'éclater avec mes Joy-Con, ça me fait plaisir. Ouais, il a un gameplay qui est intéressant, mais selon moi, il va subir la concurrence directe de Théâtrythme Final Fantasy, qui sera peut-être le meilleur jeu de rythme de la console. Mais il va quand même taper dans Pareil, des anciens joueurs de Dreamcast. C'est ça, prévu pour l'été 2023, donc on va voir. On se retrouvera cet été ensemble. Ce sera sans doute mieux que le remake sur Wii. En chose qui est très intéressante, cette fois-ci. On a le Master Detective Archive Raincode qui va sortir le 30 juin. Oui, alors pareil, on avait eu des images déjà de ce jeu qui est un jeu de Spike Chunsoft, qui marche, que ce soit en termes de direction artistique, de direction musicale, et même d'une certaine manière de gameplay. On est complètement dans Danganronpa. Oui, mais c'est le jeu des créateurs de... C'est pareil. Sauf que cette fois-ci, monsieur, le gameplay sera basé sur une collaboration entre les personnages, mais on a quelque chose qui relève, je crois... J'ai l'impression qu'il y a un aspect un petit peu RPG japonais qui... Je crois que Persona est passé par là. Oui, je crois que effectivement, Persona est passé par là. À la fin des investigations, il y a une sorte de donjon qui apparaît, donc tout ça. Oui, l'ambiance a l'air cool. Avec le labyrinthe qui apparaît. Je vous avoue, ça donne envie. Ça me chauffe aussi. Oui, moi qui suis déjà fan de Danganronpa, vous vous doutez bien que je suis client de ces bêtises. Okay. J'étais un petit peu à fond. Harmony the Fall of Reverie, qui est relativement sympathique. Alors là, on est dans quelque chose qui est nettement moins japonais. Oui. Un visual novel. Visual novel à fin multiple. Très intéressant, j'en sais peut-être un tout petit peu trop peu pour pouvoir en dire quoi que ce soit de supplémentaire, mais moi vraiment là cette fois-ci tu sens que c'est Disco Elysium qui est passé par là. Il y a eu plusieurs influences qui ont pop sur ces dernières années qui ont été très inspirantes pour de nouvelles générations de jeux. Des jeux tout à fait majeurs, et là le principe d'être en contact avec des émotions primordiales. Oui, tu sais que j'ai vu ça, j'ai fait ok, c'est Disco Elysium. Le problème c'est que ce genre de jeu, malheureusement ils arrivent rarement à la hauteur de Disco Elysium. Mais on verra. Mais on verra, effectivement, ça donne envie. Alors pour moi, j'aimerais que tu parles de Decapolis à un moment. Oui, mais parce que moi, ça me chauffe de ouf. Non, mais je vais parler de Decapolis, mais je comptais me le garder pour la fin, parce qu'il me semble que Decapolis est un jeu de level 5. Oui. Decapolis est un jeu de level 5. Attends, je vérifie parce que je peux pas juste avancer un truc comme ça. Ça serait très grave. Ce serait oui, c'est ça, c'est level 5. Oui. Non, mais
La raison pour laquelle j'ai vérifié, c'est parce que c'est surnaturel. D'avoir un nouveau jeu de level 5, pas simplement un nouveau jeu de level 5, d'avoir 3 jeux de level 5, dont on n'attendait absolument plus rien en Europe depuis la fin des Yokai Watch, depuis la fin des Inazuma 11 qu'on n'a même pas eu la chance de voir. D'ailleurs, on a des nouvelles de Yokai Watch. Non, mais là, mec, faut se réjouir de ce qu'on a. Mais mec, je suis super heureux. Decapolis, il a l'air très incroyable, incroyable. Genre, résumé un peu Decapolis, on a l'air d'être un jeune inspecteur de police qui est envoyé dans des mondes virtuels pour t'entraîner justement aux investigations. Et on sent que Persona est passé aussi par là. Oui, alors. Je sais pas si tu le vois. Oui. si, totalement. Oui, ça se voit. Oui. Ne serait-ce que parce que c'est un peu à tour par tour. Donc oui. Il y a des combats tour par tour. Il y a un délire de, je sais pas, t'arrêtes avec des menottes un peu virtuelles. C'est exceptionnel. La DA est parfaite. Il y a un délire de monde d'avatar, mon pote. Tu sais que pour moi, c'est un mélange entre Digimon, Persona et. Non, mais c'est très très chouette. Mais moi je trouve que c'est sympa parce que du coup les nouveaux RPG comme ça, les JRPG qui débarquent, ils ont tous un peu le style de il faut investiguer. Mais il y a disons des énigmes, mais j'aime bien ce que t'apportes. Pas là, juste énigmes, mais juste réflexion. Ce que tu soulignes, c'est qu'on apporte une dimension supplémentaire. Il y a eu un segment RPG japonais, mais moi j'ai peur des segments avec des jeux placés sous le même genre parce que je suis encore traumatisé du segment jeu de ferme d'un Nintendo Direct précédent. Ouais. Mais là, dans le cas de... on reste sur la thématique level 5, mais dans le cas du jeu à énigmes, le retour de Professeur Layton. Oui, et ça c'est un gros point de ce... incroyable, trop bien. Il est apparu 15 secondes. Professeur Layton, et moi ça me fait plaisir que la licence se dissocie de Lady Layton. On a juste des images, on n'a même pas de gameplay. Ce sera... J'espère un nouveau mystère, ils le disent à la fin. C'est trop cool. Professeur Layton and the New World of Steam et le nouveau monde de la vapeur, je suppose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être très 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 contents et qui sont contents pour ce Nintendo Direct juste pour ce jeu-là. Oui, et pareil chez Level 5, je crois que Fantasy Life est aussi un jeu Level 5. Je vérifie, mais moi ça me paraît tellement surnaturel. Fantasy Life qu'on connaissait peut-être beaucoup plus à l'époque de la 3DS. JPP, mais je n'attendais pas autant de choses. C'était Noël. Moi, vous savez, je me fais michetonner par Level 5. Mais même avant Inazuma 11, moi je me fais michetonner depuis Dark Cloud, qui était leur premier Fantasy Life, c'est un peu un jeu à la façon d'Animal Crossing, si je comprends bien. Alors, il y a une sorte. Tu es sur ton île, tu t'occupes un peu de faire tes trucs. C'est vraiment, c'est ça, t'es dans ton monde, mais t'as un travail, tu fais des trucs, tu fais des quêtes en même temps. Il a une approche très sociale oui et non, il a sa propre approche de la manière dont tu dois construire un RPG qui est aussi basé sur les métiers, qui est basé sur l'artisanat, qui est basé sur... Oui, effectivement, il y a beaucoup de Animal Crossing là-dedans. Tu sens quand tu la vois abattre les arbres, tu sens qu'Animal Crossing est passé par là. Mais après, tu les vois battre les dragons, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a une ambiance spécifique. Oui, effectivement. Effectivement. Et c'est quoi ce jeu de foot ? Ce jeu... Alors, c'est celui auquel je crois pas tellement, mais... je l'aime bien, je le trouve sympathique malgré tout. C'est Omega Strikers. Omega Striker qui mêle un aspect MOBA à ce que je suppose être le gameplay d'un truc à la Windjammer. Alors moi je trouve ça assez impressionnant qu'on s'arrête là-dessus. Je sais pas, je suis désolé, c'est un free-to-play. Typical free-to-play qui va survivre un mois. Je rappelle on va couvrir un truc, les serveurs ferment. Je rappelle que nous sommes le 9 février. Voilà. Il y a 18 jeux services confirmés en 2023. Voilà. Ouais, c'est chaud quand même. Je suis d'accord avec Maj. Encore une fois, c'est pas transcendant et c'est dommage parce qu'ils pourraient faire d'autres trucs vachement plus sympas, mais ils se calquent tous sur. On va tous essayer de faire notre petit jeu qui va marcher quelques mois et qui va rapporter quoi que ce soit. Voilà. Mais c'est pas super intéressant, je trouve perso. De nouvelles images d'Octopath Traveler 2. Voilà. Oui, qui débarque très très bientôt, fin février. Oui, il va sortir partout, mais c'est intéressant d'en avoir des nouvelles. Lui aussi, il brille par sa direction artistique. J'espère qu'il aura pas. Premier, hein. Ouais. En sachant qu'il y a une démo jouable, c'est surtout pour ça qu'ils l'ont mis en avant. Oui, tu peux jouer les premières heures du jeu. Voilà. Actuellement. Donc c'est cool. Le dernier jeu qui reste, c'est Sea of Stars. Qui est en démo jouable aussi. Hein, pareil, RPG Pixel qui était annoncé dans le segment RPG. C'est sympa, il se la joue un peu années 90.
Mais ça marche bien, ça marche bien. Ce jeu, je le trouve très sympa. La DA est très jolie, c'est dans le même style, j'imagine que... C'est une recette qui marche, qui a toujours plu et qui plaira hein. toujours oui, c'est ça, c'est des franges... Des associations qui fonctionnent. Voilà, c'est ça. C'est des associations qui marchent, et je crois que c'était le dernier jeu de ce Nintendo Direct qui était... Purée de pommes de terre, que c'était long. Et ouais, que c'était long. Il y avait eu un dernier segment avec Minecraft Legends, avec Blanc et avec... Tu n'es pas obligé, étagère. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Je pense que tu as déjà fait honneur à la plupart des masterclass qui étaient présentes. On a commencé par Zelda en plus, donc les gens sont fatigués parce que... Ils attendaient que Zelda. On sait qu'ils étaient là pour ça. Là, en soi, ce Nintendo Direct, il confirme, c'est que sur les 2 prochains mois, surtout le mois de février, le mois de mars, il y a beaucoup de RPG. Beaucoup de RPG qui arrivent. Et qui dit RPG dit beaucoup d'heures de jeu. Et cet été, c'est la fête. Donc préparez-vous, ça va être top, en particulier en mai. Mais est-ce qu'on n'arriverait pas au bout de ces Blast News? Et on arrive au bout de ces Blast News. Oui, tout à fait, mais j'espère que ces Blast News vous ont plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. On vous remercie tous d'être là, présents pour nous. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie d'Eco cette fois. On vous souhaite une bonne journée. Moi je leur dis au revoir. Oui, c'est ça. Voilà. On va aller manger parce que moi je suis à la moi je tiens à vous remercier vous. Merci Mage, merci Elena. Et surtout merci Elena qui a tenu la baraque cette semaine. Alors qu'on aurait très bien pu le faire nous, mais qu'on n'a pas voulu N'hésitez pas à venir sur le Discord et taper merci Elena d'avoir tenu la baraque cette semaine. Bien sûr. La baraque à frites, parce qu'on mange des frites à midi. Ah, c'est décidé. C'est frites. Je viens de l'inventer. Bon. Totalement. Et je serai déçu parce qu'il n'y aura pas de frites, voilà. Allez, merci à tous. Merci. Merci. Et ciao. Salut.